Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. N'ayez pas peur, et c'est Klaus Schwab qui vous le dit. Bonsoir à tous, jeudi soir, 20h, et évidemment live sur Géopoétique Profonde, la meilleure chaîne, enfin plutôt la chaîne qui a la meilleure programmation du game. Ça, je veux vraiment que vous le disiez tous, là, que vous l'écriviez. C'est important que vous l'écriviez, que vous en parliez à tout le monde. Ce soir, on va parler d'harcèlement scolaire. On a eu des drames qui se sont passés dernièrement. Évidemment, tout ça est mis sous la table, sous la chaise, sous le canapé, sous le tapis, sous tout en fait. Hein. On a évacué ces sujets. Nous avons eu le jeune Lucas qui s'est suicidé, la jeune Lindsay aussi. Ce sont des drames infâmes, on peut dire. Et donc, nous allons en parler. Nous avons ce soir Nicolas Bouvier, auteur et spécialiste de la question, justement, qui a écrit sur ce harcèlement scolaire, La loi du silence, son excellent livre La loi du silence, qui est gratuit, que vous pouvez voir gratuitement. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur son site nicolasbouvier.fr, c'est ça? Oui, tout à fait. Bonsoir, cher Nicolas, comment vas-tu? Merci, Mike. Merci de me recevoir. Bonsoir à tous. D'autant plus que même si le harcèlement scolaire, durant ces vacances scolaires, on va moins en parler puisque les enfants ont fini l'école, c'est très important déjà de faire un bilan de cette année et un bilan post-crise sanitaire aussi. Donc, on va avoir beaucoup de choses à évoquer durant cette émission. Alors, je tiens à préciser une chose, je ne suis pas professeur, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas psychiatre ni psychologue. Donc, je parle en tant qu'ancienne victime de harcèlement à proprement parler. Je me suis spécialisé en quelque sorte parce que j'ai fait des conférences qu'on m'a proposées au départ, parce que je n'avais pas l'ambition de faire des conférences sur le harcèlement. Au départ, je n'avais même pas l'ambition d'écrire sur le harcèlement. Pour être tout à fait honnête avec les auditeurs, j'ai commencé à écrire, j'avais 16-17 ans, j'étais au lycée, pour les filles, enfin c'est le truc traditionnel quand on est ado. Et puis, vaut mieux la guitare, hein, c'est mieux. Voilà, c'est ça. Mais justement, par la suite, j'ai commencé à écrire mon premier roman qui était censé être sentimental. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, le harcèlement est devenu une évidence pour en parler parce que je l'ai vécu il y a 20 ans, désormais, entre 2001 et 2005. Et les dates sont importantes parce que c'est à l'époque où commencent à émerger les futurs réseaux sociaux que nous connaissons aujourd'hui. À l'époque, le réseau social le plus en vogue, c'était MSN Messenger en réalité. Et moi, je n'avais pas d'ordinateur. Enfin, j'avais un ordinateur, je jouais à des jeux sur CD-ROM, des jeux de foot, c'était le truc le plus basique qui soit. Donc, je n'avais pas de portable, on n'avait pas de portable à l'école. Je n'avais pas les réseaux sociaux, ça n'existait quasiment pas encore. J'avais juste une console de jeu, la télé, la famille, et puis quelques passions dans la vie, le sport, la musique, le piano notamment. Et justement, comment a commencé ce harcèlement pour toi? Le harcèlement a commencé dès les premiers jours de 6e, c'est-à-dire que je me suis toujours senti différent des autres. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, c'est-à-dire que j'étais un peu dans mon coin, j'étais un peu le plus jeune de la classe souvent. Je suis né en septembre, donc je suis souvent de fin d'année, et j'étais déjà avec des gens qui étaient redoublants. Alors, je tiens à préciser que j'étais dans un collège privé, catholique, avec les bonnes sœurs. J'ai fait ma communion d'abord déjà là-bas. Donc, ce n'est pas un collège public lambda, c'est vraiment un collège privé qui était déjà à l'époque un sacro-saint collège, c'est-à-dire que voilà, c'est privé, donc on pense qu'on est sécurisé, il n'y a pas de souci. Et durant ma scolarité au collège, j'ai rencontré notamment un gars qui avait 17 ans, quand j'en avais 13 en 4e. Donc on avait aussi pas mal de cas sociaux, faut le dire, et donc de gens qui n'avaient pas leur place à l'école, donc ça c'était déjà un problème. Et moi, quand j'avais 12-13 ans, je me disais, qu'est-ce que je fais avec des gens dans une classe où je devrais avoir 12-13 ans, et eux, ils ont déjà 15-16 ans, voire plus. Donc, on parlera de sexualité tout à l'heure, justement. Eh bien, déjà, à l'époque, on parlait de cela et les hormones sont en ébullition. Donc, moi, je me faisais harceler parce que j'étais en surpoids.
pour commencer. Donc, j'ai développé une phobie scolaire à partir de la 6e. Donc, on m'appelait Bouboule, on m'appelait Boulet. Alors, comme je ne pouvais pas porter de jeans, je n'avais pas de vêtements qui me correspondaient. Je portais souvent des joggings, des polos assez amples. Donc, on me disait que j'étais ringard, que j'étais has-been. À l'époque, j'avais l'arrêt sur le côté. Donc, on me disait que j'étais un PD, on me traitait de bâtard. Enfin, bref, tous les trucs possibles et inimaginables. Et donc, par la suite, ça s'est accentué parce que le harcèlement, souvent, commence par des mots. MOTS. Et par la suite, On comme va en j'ai… parler, t'inquiète pas, on va continuer, mais quand tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, tu as eu une différence physique par rapport au reste du groupe, et cette différence physique a créé ce harcèlement, en fait. Alors, il y a eu physique et je pense que c'était mental aussi. Ça a été parce que moi, j'ai été éduqué à l'ancienne. C'est-à-dire que j'ai eu un mode d'éducation qui est un peu comme dans les années 50-60, c'est-à-dire le respect, la politesse. Moi, j'ai grandi avec ce qu'on dirait aujourd'hui les boomers, avec des seniors. Donc, c'est-à-dire que dans ma famille, j'étais toujours le plus jeune et j'ai grandi dès le plus jeune âge avec des gens qui avaient entre 30 et 40 ans de plus que moi. Donc, j'ai été bercé dans un milieu, on va dire, qui était déjà assez vieux par l'âge, par la mentalité aussi, mais ça ne m'empêchait pas justement d'être à l'aise. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'école, j'avais une confrontation directe avec des gens de ma génération et on n'était pas sur la même longueur d'onde. Et quand j'avais 13 ans, par exemple, en 4e, je me suis dit, cette phrase qui m'est restée toute ma vie, finalement, c'est « je ne suis pas fait pour cette époque ». Comme si je m'étais trompé d'époque et que j'étais né 30 ans ou 40 ans trop tard. Et donc, à partir de là, forcément, j'ai eu des harceleurs qui m'ont dit « mais Bouvier, pourquoi tu n'es pas comme nous ?» Et ça, c'est une phrase qui m'a marqué parce que je leur ai dit, j'ai pas envie de devenir comme vous parce que si vous êtes aussi idiot et aussi intolérant, ça ne m'intéresse pas. Et donc, j'ai marqué ma différence en résistant déjà, quand j'étais au collège, au fait de rentrer dans le moule. Rentrer dans le moule, c'était commencer à transgresser le règlement. Alors, j'étais très conformiste à l'école. J'étais dans les premiers, pas de la classe, mais dans les premiers, à m'asseoir dans les premiers rangs. Je respectais le règlement. Je mangeais pas de chewing-gum en classe. On me traitait d'intello d'ailleurs, on me traitait de faillot, etc. Et donc j'avais cette façon de faire et je travaillais beaucoup pour compenser ce mal-être. Et l'avantage que j'avais, c'est que quand je rentrais de chez moi, quand je rentrais chez moi à 4h30, j'avais le goûter, j'avais les passions, j'avais la télé, j'avais parfois les jeux vidéo et surtout j'avais la famille et il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc on pouvait souffler un coup. Et le lendemain, on ne savait pas trop à quelle sauce on allait être mangé, donc je marchais. Et ça, c'est très bien expliqué dans le reportage que vous avez diffusé justement sur le site Géopolitique Profonde, parce que le reportage résume bien mon parcours. Je marche tête baissée, comme si je n'osais pas regarder le monde autour de moi. Et j'arrive à l'école, et là, je me mets dans un coin et je commence à réviser. J'étais un peu, entre guillemets, sans me vanter, j'étais un peu le Hermione Granger à l'époque, mais harcelé, c'est-à-dire qu'on essaye d'emmerder même quand il veut de mal à personne. C'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi le côté bon élève qui crée le harcèlement par les autres. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en France, être bon élève, c'est une tare. En fait, en France, le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de profil réel sur le harcèlement. C'est-à-dire qu'à une époque, quand j'ai commencé ma carrière littéraire il y a plus de 10 ans, quand on voyait des faits divers sur le harcèlement, c'était quelqu'un qui était roux, c'est quelqu'un qui était parfois le cancre, le premier de la classe. Moi, j'étais harcelé aussi bien par des premiers de la classe que par des cancres. Un exemple concret que je donne en conférence, en 5e, j'ai 19,5 de moyenne en anglais. J'adorais l'anglais. Et en fait, la prof avait un mécanisme, c'est que la personne qui avait la meilleure note à une copie faisait la correction au tableau. Et un jour, j'ai eu un demi-point de plus que le premier de la classe. À la fin du cours, il s'est acharné sur moi avec le cancre de la classe, avec qui il était ami, et ils ont commencé à me mettre des claques, à mettre des gifles par jalousie. Et la prof, à ce moment-là, n'a rien fait. Alors justement, les professeurs, j'ai rencontré tout type de professeurs, aussi bien des professeurs qui étaient un petit peu dans l'omerta, d'autres qui étaient attentifs, qui étaient bienveillants, mais on parle encore une fois d'une époque, il y a une vingtaine d'années, où le harcèlement scolaire, on ne sait pas ce que c'est, on n'a pas de mots pour le définir réellement. Et pourtant, ça existe depuis des décennies. Ça veut dire que c'est quand même important ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'on a des professeurs qui le voient de leurs yeux, un élève se faire malmener par 2 élèves et qui en gros ne réagit pas. C'est ce qui m'est arrivé. Ouais. Est-ce que tu as eu des explications par la suite de ce professeur? Non, et puis de toute manière, c'était quelqu'un qui était très introverti, qui était très sensible, je pense.
Après, j'allais dire, même si avec le recul, bon, 20 ans après, je vais pas la blâmer, je sais pas ce qu'elle est devenue. Je savais qu'elle avait 5 enfants, par contre. Mais moi, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est qu'en réalité, il y avait de l'extérieur le collège privé et de l'intérieur la réalité. J'entendais parler de trafic, j'entendais parler de beaucoup de choses. Moi, il m'est arrivé d'assister à des scènes complètement incroyables. Justement, mon pire harceleur, il avait 17 ans. Donc, il avait 2 têtes de plus que moi. Il faisait 1,87 m. Moi, je faisais 15 cm de moins. Donc, forcément, au départ, naïvement, j'ai voulu, entre guillemets, avoir un protecteur pour qu'il me défende. Et, entre guillemets, j'ai cherché un peu à me venger, en tout cas, à prendre ma revanche sur mes harceleurs. Et en fait, ça s'est retourné contre moi et tout le monde s'est retourné contre moi parce que le harcèlement, il faut bien comprendre une chose, c'est que souvent, pas tout le temps, mais souvent, c'est seul contre tous. C'est-à-dire que, aussi bien à l'école que dans le domaine sportif, parce que j'ai subi aussi des bizutages dans le milieu sportif, que ce soit en club comme dans l'enceinte du cours de sport. La remarque classique, c'est on va en parler à la professeure, ça se sait très vite, il n'y a pas besoin des réseaux sociaux à l'époque, le bouche à oreille fonctionnait très bien, et on disait t'as cafeté Bouvier, etc. Ils se mettent à 4 dans le vestiaire pour donner des baffes. Parfois, je cachais mon sac en dessous du banc, je revenais du cours, je voyais plus mon sac. Je me suis dit, tiens, il s'est passé quelque chose. Je le retrouvais dans la douche, dans les toilettes, etc. Et ça, c'est aussi le côté psychologique. Et avec le recul, j'ai aussi compris que le vol de biens, par exemple, quand on te vole une gomme, un crayon, etc., parfois ma mère me disait, mais où est-ce que tu as mis ta gomme, où est-ce que tu as mis ton ciseau, etc. Et je lui disais, je l'ai perdu. Et après, avec le recul, je me suis dit, mais en fait, c'est un engrenage, il s'accordait parfois en classe pour se balancer un truc quand j'avais le dos tourné. Voilà, donc ça a été ça. Et puis, ça a été crescendo. Et arrivé en 4e, j'ai eu des envies suicidaires. C'est pour ça que ce qui s'est passé pour Lucas au l'INSEE, bah, ça me touche personnellement. Et c'est pour ça que ça me... Quand tu dis que tu as eu des envies suicidaires, et donc, que tu t'es dit, tu t'es dit, ton seul échappatoire, en gros, c'était de te supprimer toi-même. Pour ne plus vivre ce harcèlement, c'est ça. À un moment donné, parce qu'en 4e, ça faisait déjà 2 ans que tu étais harcelé. C'était la 3e année. J'imagine que le bout du bout, c'était de dire je me dois de me supprimer. En fait, ce qui se passait, c'est que quand on arrivait au vendredi soir avant le week-end, j'avais certains harceleurs qui me provoquaient, qui me disaient bon, bah, Nico Bouvier, il faudrait que tu te suicides ce week-end, comme ça on serait tranquille lundi matin. Et donc, ça revenait assez régulièrement. Donc, je me disais, ben, finalement, à quoi je sers? Et j'en parlais pas à mes parents, j'avais pas envie de les inquiéter. Et donc, à partir de là, contrairement à beaucoup d'enfants qui n'osent pas en parler, moi, je savais que mes parents allaient réagir. Mais j'avais peur que ce soit trop disproportionné, que ça ait des répercussions telles que ça se retourne encore pire contre moi. Je parle d'une année, on est en 2003. Donc, à l'époque, en 2003, on n'a pas la sensibilisation médiatique d'aujourd'hui. Donc, on ne sait pas quoi faire. On n'a pas d'association numéro vert, on n'a rien. On est seul contre tous. Et moi, je me disais, je dois être le seul à vivre ça sur la planète. J'avais en fait une sorte de montagne contre moi. Et donc, à ce moment-là, je me disais, comment je fais pour m'en sortir? Et puis, par la suite, en 4e, oui, j'ai eu des envies suicidaires. Je n'ai jamais fait de tentative parce que j'ai été sauvé justement par la famille. Qu'est-ce qui t'a empêché, justement? Tiens, qu'est-ce qui t'a empêché Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas basculé vers le suicide? Alors, j'ai pas basculé vers le suicide parce que j'étais pianiste, donc j'allais à l'école de musique toutes les semaines. J'étais fan d'Harry Potter et aussi incroyable que ça puisse paraître, Harry Potter m'a sauvé du harcèlement scolaire, m'a permis de m'échapper parce que quand on rentre bien dans l'histoire de la saga d'Harry Potter, il y a aussi des cas de harcèlement. Et donc, j'avais un monde imaginaire. Comme beaucoup de gens de ma génération, Harry Potter a sauvé beaucoup de gens déjà pour la lecture, mais aussi pour tous les problèmes de violence ordinaires. Et puis, j'avais la famille. On avait le repas dominical tous les dimanches en famille. On partait en vacances, etc. Donc, j'avais une vie sociale à côté. J'avais pas d'amis. D'ailleurs, on m'appelait Rémi sans amis. Voilà, j'avais pas d'amis vraiment. Le peu d'amis que j'ai réussi à me faire au départ, c'était en fait des leurs qui se sont retournés contre moi. Donc, le principe de la trahison, du coup de poignard dans le dos, ça, je connais très bien malheureusement. Et c'est pour ça que j'ai jamais voulu reproduire à ma manière. Mais voilà, j'ai eu une vie sociale et c'est très important de le noter. Je n'avais pas Internet, je n'avais pas les réseaux sociaux, je n'avais pas tous les moyens numériques actuels. Donc, j'étais sauvé. J'avais un temps pour moi et un temps scolaire. Ça prouve que le socle familial est quand même ultra Absolument. important. Et que, contrairement à ce que disent certains, que la famille, en gros, c'est la malédiction,
ou alors qu'il faut déconstruire la famille, c'est faux. La famille est un socle. La famille est un socle et de toute manière, moi, j'ai grandi avec une tradition, j'allais dire judéo-chrétienne, si je puis dire. J'ai été baptisé, j'ai fait ma profession de foi. Bon, j'ai pas voulu me faire ma confirmation parce que, entre parenthèses, c'est un détail, mais c'est important. C'est que, à force d'être victime de harcèlement, je me suis dit, est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un là-haut qui peut venir m'en aide? Et c'est vrai que j'étais partagé à l'idée d'en parler à mes parents. Non pas que je n'avais pas confiance en eux, et c'est vrai qu'ils s'en sont beaucoup voulus par la suite quand j'ai décidé d'en parler. Et j'ai décidé d'en parler en fait quand j'allais subir le pire, c'est-à-dire une agression à la sortie de l'école. Et donc aujourd'hui, avec le recul, je me dis que si on avait eu les moyens d'aujourd'hui, avec la sensibilisation, des spots de prévention, etc., tout ce que je propose aujourd'hui au ministère, eh bien peut-être que j'en aurais parlé beaucoup plus tôt. Je rappelle également que ma propre mère a été victime de harcèlement aussi 20 ans avant moi dans le collège d'à côté, à l'époque où j'étais. Et en réalité, elle ne voulait pas que ça se reproduise justement sur moi. Et donc, j'ai compris que dans toutes les écoles de France, le harcèlement existait, même dans les endroits à la campagne qui paraissent Mais lointains, etc. Voilà. J'ai pu le ça dit quelque constater chose dans de mes... très intéressant. C'est peut-être l'agression de trop, celle qui est à l'extérieur. Raconte-nous. Alors, ce jour-là, donc c'est en février 2005. Alors, j'ai une mémoire des dates, donc ça m'aide beaucoup parce que c'était en février 2005, 3 mois avant le brevet des collèges. Et puis, ce jour-là, j'ai deux gars, ce sont des frères qui font une tête de plus que moi. Ils ont 16 ans, moi j'en ai 14. Et ils me disent, le midi, je rentrais manger chez mes parents, et ils me disent, toi Bouvier, ça va être ta fête ce soir. Et là, j'ai compris que c'était l'alerte rouge. Je suis rentré chez moi, je tremblais un peu, j'étais pas à l'aise, j'avais une boule à l'estomac, c'était insupportable. Et je rentre chez moi, et d'habitude, moi j'ai un bon appétit, etc. Quand je suis en famille, ça se passe bien. Et là, mes parents ont vu qu'il y avait un truc qui n'allait pas par rapport à d'habitude. Donc, ça a été le cas de trop. Et puis, on discute et tout ça, comment ça va à l'école et tout ça. Et puis, j'ai pas d'appétit. Voilà, je mâche, mais ça rentre pas. Et là, mon père me dit bon, bah, dis-nous ce qui se passe. On sent que ça va pas. Et il me provoque un peu pour que je sorte du silence. Et là, je lui dis écoute, j'en ai ras-le-bol. Ça fait des années que je suis emmerdé dans ce collège. Là, j'ai les frères Intel qui veulent me choper à la sortie. J'en peux plus. À l'époque, j'étais en Normandie. Je devais déménager. Et donc, c'était après le brevet que je devais déménager. Et je me suis dit, vivement que le brevet se termine, qu'on déménage et je veux quitter cette région. Voilà. Et donc, il m'a dit, écoute, tu vas à l'école comme prévu cet après-midi. Alors, je ne voulais pas au départ. Je voulais même me faire porter pâle, ce qui n'était pas mon habitude en plus. Et il me dit, ce soir, tu vas voir, tout va s'arranger. Alors, ça ne m'a pas vraiment rassuré parce que je le connaissais. Et voilà, il était prêt à aller au feu. Et puis, le soir, je sors de l'école, il est 4h30. Et c'est un peu comme un polar à chaque fois que je le raconte. Et j'ai les deux frères, je sens qu'ils me suivent pas très loin, quoi. Ils sont à 20 mètres derrière moi et puis ils ricanent un peu, voilà, comme Gargamel, quoi. Et donc, à ce moment-là, ils me suivent et dans un coin de rue, donc en fait, j'étais dans une rue principale qui faisait 100 mètres de long à peu près, et j'arrive dans une embouchure, dans une intersection, à un arrêt de bus, et là, ils commencent à me prendre en étau, à m'empêcher d'avancer et à m'agresser, en fait, physiquement. Et là, mon père était en embuscade et je ne l'avais pas du tout vu. Et là, il me percute en même temps et il les chope tous les deux par le callback et il dit maintenant on va régler ça avec la directrice. Et là, on est repassé devant tout le monde en sens inverse. Donc tous les jeunes sortaient de l'école et c'était une école de 500 élèves. Hein, donc même sans réseaux sociaux, ça s'est su comme une... Voilà, en quelques heures, ça s'est su. Et là, tout le monde s'est foutu de leur gueule. Et là, finalement, intérieurement, j'ai jubilé. Alors, je ne voulais pas rire, mais c'était nerveux. Et en fait, j'ai eu l'impression que j'avais 15 kilos en moins qui partaient, donc 3 années et demie de Est-ce harcèlement. que ton père, là, il t'a sauvé? Oui, honnêtement, oui. Et Donc d'ailleurs, ça veut dire que la réaction des parents, qui bien doit être sûr, forte, sauve les enfants qui sont harcelés, oui ou non? bien sûr. Alors, c'est pas une généralité, malheureusement. J'ai eu beaucoup de témoignages de jeunes qui en parlaient à leurs parents et les parents n'en avaient strictement rien à faire, disant Oui, même ça que c'est autre chose. Mais mais quand moi, un personnellement, parent réagit comme ton voilà, père, c'est ça que je veux dire. voilà, comme mon père, eh bien là, justement, après cette situation, on s'est expliqué, ils m'ont dit pourquoi tu nous as rien dit. Et ça, c'est la question forcément fatale. Et j'ai eu peur. Voilà, j'ai eu peur. À l'époque, j'étais très introverti. J'étais presque incapable de parler en public, même pour faire un exposé, c'était parfois compliqué. Et donc, en fait, je me suis renfermé sur moi-même pendant 4 ans. J'étais très introverti, j'étais voilà, dans ma coquille.
Et Tu n'avais pas de confiance en toi, c'est ça? non, j'avais pas de confiance en moi, mais de toute façon, le harcèlement scolaire, ça détruit toute la confiance. On se dit qu'on n'a plus d'avenir. Quand on te dit tous les jours que tu es nul, que tu sers à rien, que tu as un boulet, que tu as un bouboule, moi je me croyais obèse alors que je ne l'étais pas. Et c'est vrai que psychologiquement, bah, sur le corps, la vision du corps, ça m'a mis des années avant de m'en sortir. Quand les gens me voient aujourd'hui, ils me disent ça ne se voit pas que vous avez été en surpoids, que vous avez été bouboule. Je dis ouais, mais il m'a fallu quand même quelques années, et même 20 ans après, il y a des choses qui me reviennent, et cette crise sanitaire qu'on a vécue m'a fait rejaillir indirectement des traumatismes de l'école. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que beaucoup de gens n'en guérissent jamais. Et moi, mon but en tant qu'auteur, en tant que conférencier et que militant, c'est de leur venir en aide, parce que moi, je veux dire aux enfants dans les écoles, on peut s'en sortir. Ce n'est pas une fatalité. C'est parce qu'aujourd'hui, le harcèlement, il a explosé puissance 1000. Et est-ce que voilà, les parents ont un rôle à jouer? Et moi, ce que je reproche aux parents, et alors je vais prendre le cas de la petite Lindsay qui s'est suicidée. Bon, je ne veux pas faire de reproche à la mère, évidemment, mais voilà, mais parce qu'en fait, on a été conditionné. Bon, moi je suis de 80, je pense que la mère de Lindsay doit avoir à peu près mon âge. Et notre génération, on a été conditionné à dire ah oui, mais on prend par le mépris, machin. Bon, bref. Je pense que c'est pas ce qu'il faut faire. Et j'ai écouté la mère de Lindsay. Lorsque Lindsay est venue se plaindre à sa mère, la mère lui a dit, peut-être aussi parce que c'est une mère, hein, c'est possible que les femmes réagissent différemment, voilà, je ne sais pas. Ah, mais n'écoute pas, prends ça par le mépris, bon, etc. L'indifférence, le silence, etc. Voilà. L'ignorance. Et ça Oui, ne oui. marche pas. Tu Pas tu toujours. peux le confirmer, cher Nicolas. Pas toujours. Pas toujours. Parce que justement, moi aussi, on m'a dit ça, ignore-les, c'est des cons, comme disait Audiard, je ne parle pas aux cons, ça les instruit. Oui. Le problème, c'est que moi, l'engrenage que j'ai connu et que je transmets aujourd'hui dans les écoles, c'est de dire, voilà, ça commence souvent par des mots, des petites brimades. Déjà, il faut définir ce que c'est que le harcèlement, parce qu'on prend ça à tort et à travers. Le harcèlement, c'est la répétition de la violence. Moi, j'ai eu des élèves dans des écoles, ils m'ont dit, oui, il m'a traité de connard. Je dis, c'est pas bien, c'est une insulte, c'est pas bien, mais c'est pas du harcèlement. Une fois, c'est une chose. J'ai pas dit ça passe, j'ai dit une fois, c'est par du harcèlement. Quand c'est chaque jour, quand c'est tout le temps, que ça devient un engrenage psychologique, et la définition du harcèlement, si je reprends mon PowerPoint que je transmets dans les écoles sur le harcèlement, la définition exacte, c'est l'ensemble de violences répétées ayant pour objectif de nuire à un ou plusieurs individus en dégradant leurs conditions de vie et de travail. Donc ça veut dire que ça peut être aussi bien dans le cadre scolaire que dans le cadre personnel. Des élèves qui font des cauchemars, qui sont insomniaques, qui somatisent, c'est-à-dire qui font le malade imaginaire pour ne pas aller à l'école, ça prend des proportions tellement immenses que dans la vie professionnelle, eh bien malheureusement, on a souvent cette étiquette indirectement de bouc émissaire de harcelé. Moi, j'ai connu aussi le harcèlement au travail il y a quelques années dans le cadre saisonnier. J'en ai fait aussi un ouvrage qui s'appelait Diviser pour mieux régner, justement. Et à partir de là, on s'aperçoit qu'au moins la moitié des victimes à l'école le subissent également au travail. Donc ça prend aussi des proportions considérables sur le long terme. C'est-à-dire que ce n'est pas un phénomène anodin. Et moi, quand j'ai commencé ma carrière littéraire il y a une dizaine d'années, je rencontrais des proviseurs qui me disaient, écoutez, moi, le harcèlement, personnellement, j'en ai jamais vu dans mon école, ça se passe bien, donc pour moi, ça n'existe pas. Voilà. Donc à partir de là, il a fallu changer la manière de voir les choses, tous les préjugés. Le harcèlement, ça existe depuis, j'allais dire, la nuit des temps. Il paraît même que Napoléon, quand il était écolier, il était harcelé par ses camarades. Donc ça date pas d'hier. Aujourd'hui, je ne vais pas mentir aux gens en disant, voilà, demain, je vous promets, le harcèlement va faire 0 cas. Ça n'existe pas. C'est comme si à la sécurité routière, on disait, il y aura 0 mort en 2024. C'est pas possible. Par contre, aujourd'hui, il y a des solutions, il y a des moyens, la prévention, l'éducation parentale, forcément, hein, l'éducation, c'est la base. Je veux dire, la politesse, le respect, la bienveillance. Je sais que c'est un grand sujet en ce moment, l'éducation. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un stade où parfois, il faut éduquer les parents avant les enfants. Donc, c'est un problème. Parce que quand on voit les parents qui se font l'avocat de leurs propres enfants, et c'est malheureusement souvent ce qu'on a vu pour les parents des harceleurs en disant « Oui, mais est-ce que ce n'est pas vous qui avez provoqué mon fils ?» Et donc, on a répliqué. Toi, voilà, ton père est venu, il t'a sauvé. Est-ce que tu es resté dans cette école ou est-ce que tu es allé ailleurs? Et si tu as été ailleurs, est-ce que d'autres harcèlements sont venus ou ta scolarité s'est bien passée par contre? Alors, en réalité, quand ça s'est passé, donc j'étais quelques mois avant un déménagement. Donc, après, j'ai changé de vie radicalement.
c'est-à-dire que je suis parti dans le sud-ouest de la France et donc j'ai changé d'école parce que déjà je passais au lycée. Donc je suis allé dans un lycée public. Je voulais plus aller dans le privé parce que ça m'avait été proposé. Je me suis dit, je vais essayer le public pour voir ce que ça donne. Donc je connaissais personne, je suis arrivé, etc. Et puis, je me suis toujours senti un peu différent, c'est-à-dire au niveau des modes musicales, etc. Alors au lycée, ça allait beaucoup mieux quand même. Au collège, c'était vraiment marginal sur le plan musical, etc. Vestimentaire également. Au lycée, ça allait mieux. J'ai eu quelques soucis qui n'ont pas été dramatiques en soi. J'ai connu les premiers cas de cyberharcèlement, par exemple en 2006, avec des appels anonymes, parce que le cyberharcèlement, ça concerne aussi les appels anonymes, etc. Après, j'ai commencé à voir les réseaux sociaux. J'ai pas été cyberharcelé les premières années des réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vois un petit peu plus ce que ça donne. Au lycée, ça s'est passé beaucoup mieux et c'est là que j'ai commencé à écrire. Donc, j'ai commencé à développer un peu ma fibre littéraire. Ah, Et c'est-à-dire donc, à partir du lycée? ouais, à partir du lycée. Donc, j'étais en première quand j'ai commencé à écrire et j'ai commencé à publier mon premier livre à 21 Pourquoi tu as ans. écrit? C'est un échappatoire? Alors, c'était un échappatoire, c'était un moyen aussi d'exprimer voilà, le fond des choses. Alors, comme je le disais au début d'émission, c'était aussi pour les filles, etc. Donc, on est en pleine ébullition adolescente. Et puis, quand j'ai commencé à écrire mon premier roman, eh bien, je me suis rendu compte au cours du manuscrit que le harcèlement scolaire, on n'en parlait pas en littérature, on n'en parlait pas tout court. Il y avait très peu de cas médiatisés, voire pas du tout. Et je me suis dit, il faudrait peut-être commencer à en parler. Et moi, l'ayant vécu, ça peut aider pas mal de gens. Et le hasard a fait que j'ai publié mon premier roman en décembre 2011 et qu'un mois après, dans la nuit du 2 au 3 janvier 2012, il y a eu Pauline Fourment qui s'est suicidée, donc la jeune fille de 12 ans, qui s'est suicidée avec le fusil de chasse de son père. Et le lendemain, eh bien, ça a fait un écho national comme l'INSEE il n'y a pas longtemps. Et là, Luc Châtel, qui était ministre de l'Éducation nationale, a décidé de faire 3 clips de prévention et de faire une campagne nationale. Et c'est là que je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. D'ailleurs, les médias locaux m'avaient contacté. Le reportage que j'ai fait justement, qui est passé sur RMC Découverte et qui est en vidéo sur votre site, eh bien, c'est à ce moment-là que je l'ai tourné, au printemps 2012, parce qu'on commençait vraiment à en parler. Donc, en fait, on a attendu 2012 en France pour en parler, alors qu'en Scandinavie, ça faisait déjà 40 ans qu'on en parlait en réalité. Toi, tu t'es engagé à être conférencier contre le harcèlement scolaire dès 2012. Tu as d'ailleurs rencontré, rien qu'en 2016, 1500 jeunes. Est-ce que parmi, de 7 à 19 ans, est-ce que parmi les 1500 jeunes que tu as pu rencontrer, il y avait des harceleurs? Oui, il y en a eu. D'ailleurs, il y en a. Alors, J'ai quelques retours assez émouvants. D'ailleurs, j'ai eu des cas de harceleurs qui ont même pleuré en pleine classe parce qu'ils culpabilisaient. Alors, c'est pas est-ce qu'ils facile. t'ont dit, Ouais. est-ce qu'ils t'ont dit pourquoi ils harcelaient leurs camarades? Alors, il y a plusieurs manières de voir les choses. C'est-à-dire que le harceleur, c'est quelqu'un souvent qui a un manque affectif. Et donc, parfois, pour exister, parfois, il ne pense pas faire du mal. Ça m'est arrivé encore il n'y a pas longtemps. Je suis intervenu dans une école à Dijon, dans un CFA, école des métiers. Et ils disaient, oui, mais c'est juste pour rigoler. C'est souvent comme ça. Ils n'ont pas conscience de la portée de leurs actes. Alors, quand ce sont des mots, etc., ça peut encore se réguler. Mais quand ça commence à devenir des menaces très importantes, là, ça devient difficile. Mais il y a eu des harceleurs qui ont culpabilisé. On a eu même des cas assez atypiques où des harceleurs ont décidé de s'engager dans des associations pour justement comprendre pourquoi ils avaient fait du mal et qui avaient décidé de changer de camp et de se mettre du côté des victimes et de les défendre. Après, le cas du harceleur, voilà, si on reprend le profil du harceleur, c'est quelqu'un qui a un besoin de domination, d'évacuer une frustration. Alors, il a plusieurs caractères: impulsif, agressif, hyperactif, trouble de l'anxiété, aucune empathie. On s'aperçoit que les filles sont très touchées par ce phénomène. Moi, je pensais que c'était plus les garçons que les filles, mais en fait, eh bien, c'est 50-50. Et les filles, c'est souvent par des rumeurs. Tiens, t'as vu, celle-là, c'est une pétasse, etc. Ce genre de choses. On voit que c'est par des messages. C'est pas frontal comme les garçons. Où moi j'ai connu des garçons qui des glaques, des gifles, etc. Donc c'était beaucoup plus frontal. Et puis on s'aperçoit aussi du phénomène de lapis slapping, c'est-à-dire avec, là c'est garçon comme fille, c'est-à-dire on filme l'agression et on la poste sur les réseaux sociaux. Donc là on encourage et c'est une incitation à la haine, voire plus. Et on s'aperçoit aussi que les harceleurs, pour 60% d'entre eux, ont un casier judiciaire à peu près avant l'âge de 24 ans en moyenne.
Donc, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui a une portée sur le long terme, sachant que je rappelle, et je le disais aux élèves, quand on a un casier judiciaire, il n'y a plus, et j'en parlais avec Philippe Pasco aussi, il a recensé au moins 400, voire 500 métiers qui nous sont inaccessibles quand on a un casier judiciaire chargé. Donc déjà, on voit bien aussi que ça peut être un handicap sur le futur, et donc ça n'est dans l'intérêt de personne, le harcèlement scolaire. Mais c'est quoi le profil de ces harceleurs Est-ce que c'est peut-être les mauvais élèves de la classe Pas forcément. Pas forcément. En fait, il n'y a plus de profil. C'est-à-dire qu'on a eu des situations, des faits divers. Moi, j'ai vu un fait divers une fois d'une jeune fille qui était comme un mannequin quasiment et qui était harcelée parce qu'elle était très intelligente, parce qu'elle suscitait la jalousie. Il faut savoir que la jalousie, ça fait partie de beaucoup de cas de harcèlement. Ça peut être des ruptures amoureuses, c'est aussi lié pas mal aux sentiments. Ça peut être pour des raisons de notes. J'allais dire, on est toujours en concurrence à l'école. Hein. Moi, j'ai assisté à des scènes où un gamin disait il avait eu 12 sur 20 à un contrôle et son camarade avait eu 8. Bah, toi, t'es nul. Ça peut commencer comme ça. Donc, en fait, à partir du moment où on suscite un petit peu les jalousies les uns des autres, les désirs, la concurrence, voilà, ça peut être en une fraction de seconde. Aujourd'hui, les réseaux sociaux font que ça s'est amplifié. Et c'est la différence majeure avec ce qu'on a connu. C'est-à-dire qu'à l'époque, bon, on rentrait chez soi, on pouvait un petit peu oublier momentanément et faire autre chose. Aujourd'hui, ça nous poursuit tout le temps, y compris les jours fériés. Et je ne parle même pas des portables, etc. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que les adolescents, j'imagine qu'ils filment le harcèlement peut-être et posent sur les réseaux, c'est ça que tu veux dire? Le problème, c'est que je pense que le problème majeur, c'est qu'on a laissé entrer le portable à l'école. Et ça a été le point de départ de l'explosion du harcèlement. À partir du moment où la numérisation des écoles a eu lieu, et c'est ce que je cite dans la loi du silence, en réalité, dans la loi du silence, mon ouvrage que j'ai publié en 2016, eh bien, à l'époque, j'anticipais la vision de l'école en 2020 avec l'ubérisation du milieu scolaire. Et on s'aperçoit qu'à partir du moment où on laisse à la portée de jeunes qui ne sont pas préparés psychologiquement à cette éducation numérique, eh bien, le portable devient une arme, les écrans deviennent une arme. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai 2 ouvrages derrière moi sur la fabrique du crétin digital de Michel Desmurger, qui dit finalement stop aux écrans. Alors, non pas d'interdire tous les écrans partout, c'est impossible, mais en tout cas, à l'école, on ne va pas à l'école pour ça. On ne va pas à l'école pour utiliser le portable tous les 5 minutes. Moi, quand j'allais à l'école, quand il y avait une urgence, on avait un secrétariat, on pouvait appeler, etc. Et donc, on ne pensait pas au portable, on ne pensait pas à ces choses-là. Et déjà, le harcèlement était important. C'est-à-dire que les petites brimades, les petites insultes, on s'aperçoit que le profil des harceleurs, ce sont des gens qui sont souvent plus forts physiquement, plus grands, plus nombreux, parce que l'effet de masse joue beaucoup, forcément. Et la victime, souvent, est quelqu'un de chétif, d'assez fragile. Et puis, il y avoir aussi des victimes. Malheureusement, c'est l'humain, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? C'est jamais le gars baraqué dont on sait qu'il va, qui va être le caïd de la cour qu'on va harceler. C'est celui dont on sait qu'il a une faiblesse. Hein. C'est un peu comme le règne animal. Hein. C'est-à-dire que le lion, il va essayer de prendre la gazelle la plus faible. C'est comme ça. Hein. Justement, moi, j'aurais pu devenir harceleur et me venger en devenant, entre guillemets, un mouton de panurge. Et cette fameuse phrase de ce harceleur, je me rappelle encore son visage à la scène quand il me dit « Mais Bouvier, il vient comme ça, comme si j'étais un phénomène de foire. Et il me dit « Pourquoi tu n'es pas comme nous ?» Et je lui dis « Ça veut dire quoi être comme vous? Ça veut dire transgresser le règlement, ça veut dire commencer à fumer, ça veut dire voilà, jouer les racailles, etc. » Je lui dis « Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis moi. Je vous accepte comme vous êtes, vous m'acceptez comme je suis. Point. Il n'y a pas de débat possible. À partir du moment où il n'y a pas de respect, moi, je ne vais pas entrer dans votre camp, sachant que ça peut se retourner aussi contre moi. Et moi, j'avais des parents qui étaient là. Ça démontre malgré tout que toi, tu avais un fort caractère et que tu n'étais pas influençable. Oui. Et ça, pour le coup, c'est une force. Parce que tu aurais pu te dire, visiblement, ils t'ont tendu la main, en gros, pour te dire, voilà, si tu es comme nous, tu seras pas harcelé, tu feras partie de la bande. Et toi, pour rester ce que tu es, alors que tu aurais pu être arrêté, on va dire, le cauchemar, très vite, tu as préféré dire non. Ben ça, pour le coup, c'est une force. Mais bravo à toi, pour le coup. Merci. Mais pour moi, c'est déjà une preuve de résistance. Et encore aujourd'hui, je vois que finalement, ce que j'ai connu à l'école se trouve dans tous les domaines de la société. Savoir dire non, c'est pas évident, parce que c'est vrai que parfois, c'est tentant
Je comprends parfois certaines victimes qui disent « j'en ai ras-le-bol de subir, je n'ai plus personne à qui me raccrocher, je suis seul au monde ». Parfois même les parents ne veulent rien entendre. Donc je vais rejoindre entre guillemets le camp du mal. Et puis tant pis, il y a eu des cas comme ça de victimes qui ont décidé de picoler, etc., d'entrer dans le délire. Et puis finalement, elles ont fini par se suicider ou finir mal. Et je savais très bien qu'en rentrant dans leur jeu, notamment ça allait se retourner contre moi, mais en plus de ça, que ça allait rien m'apporter. Et je savais qu'à partir de là, c'était un test un petit peu de la vie, c'est-à-dire savoir si je décidais de rester authentique ou si je décidais de sombrer. Et j'ai toujours décidé de résister, quitte à en prendre plein la tronche en retour, parce que c'était pas qu'à l'école, c'était aussi dans le milieu sportif. On oublie souvent que le bizutage dans le milieu sportif, c'est un phénomène très fréquent. On a eu le cas dans le foot, dans le rugby, il y a quelques années de témoignages sur l'homophobie, etc. Moi, dans le sport, j'ai dû arrêter le foot au bout de 9 mois pour des tentatives de raquettes, pour des agressions, etc. Parce que j'étais quelqu'un qui était assez respectueux, qui voulait travailler. Et du coup, certains venaient pour se battre. Et moi, ça me plaisait pas. Et donc, comme je rentrais pas aussi dans leur jeu, tout de suite, je m'en suis pris plein la tronche. Donc, à partir de là, eh bien, c'est vrai qu'il y a eu un moment où j'ai décidé de me reconvertir dans un sport qui était la musculation. Et c'est en faisant de la musculation que j'ai commencé à prendre confiance en moi. Et donc, à partir de là, j'ai compris que finalement, eh bien, on avait toujours un échappatoire. Moi, il y a eu la musique, il y a eu le sport, il y a eu le cinéma, il y a eu la littérature. Pourquoi la Et musculation en particulier? Est-ce qu'il fallait transformer ton corps pour peut-être transformer le regard de l'autre? alors, la musculation, je l'ai commencé à 18 ans, donc après plusieurs années de harcèlement. Déjà, la littérature, au départ, m'avait beaucoup aidé à expurger un petit peu mes souffrances. Et puis la musculation, parce que je me suis rendu compte que peut-être physiquement, il fallait, entre guillemets, que je m'assure un petit peu. Bon, c'était quelque chose qui me tentait déjà depuis un certain temps. J'avais essayé pas mal de sports, hein, le football, le basket, etc. Et dans la musculation, j'ai trouvé aussi, dans les salles de muscu, des gens respectueux. C'est-à-dire qu'il y a une discussion, il y a un échange, etc. Il n'y a pas un esprit de compétition absolu comme dans d'autres sports. Dans les sports collectifs, à chaque fois, si je prenais mal le ballon au basket, on allait me reprocher. J'ai connu une humiliation dans le basket qui était, avec le recul, une discrimination en réalité, parce qu'on avait les groupes de minimes, donc j'avais à l'époque 12, 13, 14 ans, et j'étais en surpoids, et il y avait minime 1, minime 2. Et ils ont créé spécialement des minimes 3, où je me suis rendu compte qu'on était tous des bouboules, des surpoids, des obèses. Et en fait, je me suis dit, nous, on est la catégorie des gros, en gros, et on ne veut pas nous faire confiance, on considère qu'on ne court pas assez vite, etc. Et à l'époque, j'avais mal pris, parce que je me suis dit, on ne veut pas nous entendre, on ne veut pas nous niveler vers le haut. Et c'est vrai que ça peut avoir des réactions sur le long terme. Et aujourd'hui, moi, je vois beaucoup de gens qui font de la musculation, ce sont des anciennes victimes de harcèlement, parce qu'on n'imagine pas, même dans le corps politique, parce que j'ai vu dans certains commentaires en disant que je chouinais sur le harcèlement et qu'il y avait plus grave dans la vie, mais justement, les problèmes de notre époque et de notre monde commencent à l'école. Si à l'école, on ne résout pas les problèmes, ça va se suivre sur le long terme. Apprendre l'empathie et la bienveillance, ce n'est pas à 80 ans que ça commence, c'est déjà l'éducation, et c'est pour ça que l'école n'est pas là pour éduquer, mais pour instruire. Et ça, c'est une chose qu'on Mais a justement, est-ce que le harcèlement, on appelle ça harcèlement, mais est-ce que dans les rapports humains, il n'y aura pas toujours une volonté, je ne sais pas moi, qui est une sorte d'homme alpha qui va vouloir, mal dominant, on va dire, qui va vouloir dominer les autres? Est-ce que ça, c'est pas un rapport humain, ça, qui Si, est, bien sûr. je ne vais pas dire Si, naturel, mais qui est instinctif, si je puis dire? Le problème, c'est que je pense qu'on prend le problème à l'envers. C'est-à-dire que le harcèlement, on sait très bien que ça va toujours exister. Et d'ailleurs, des gens m'ont dit, de toute façon, vous pourrez tout faire, ça existera toujours. Je lui dis oui, ça a toujours existé. Ils me disent, je dis oui, mais ce n'est pas une raison pour que ça continue de la même manière. C'est-à-dire que si on veut rien changer par nature, si on est fataliste et qu'on dit, de toute façon, on ne peut rien faire, ça, j'entends ça tellement souvent que ça me désole, ça me sidère de dire on peut rien faire. Bon, ça veut dire qu'il y a 3000 morts sur les routes, on pourra rien faire de toute façon. Si demain il y a des attentats, on peut rien faire. Donc à ce moment-là, on baisse les bras et on attend que ça se passe. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Déjà, il faut comprendre les racines du problème. Et je pense que le problème, ça vient aussi de l'éducation, ça vient de la société elle-même. L'école, c'est le miroir de la société. On ne peut pas dire qu'en ce moment, la société aille très bien. Et ça fait des décennies que ça dure. Donc déjà, si dans la société, on a des gens au pouvoir qui ne sont pas exemplaires, qui sont mis en examen, qui ne sont jamais punis, etc. Comment voulez-vous que les jeunes
eh bien, est un exemple tangible. Moi, je ne suis pas parfait, je le sais très bien, mais comme je l'ai dit en début d'émission, je suis entre guillemets indépendant. J'ai jamais eu de casier judiciaire, j'ai jamais eu de retenue à l'école, par exemple. Voilà, le but, c'est pas d'être l'abbé Pierre, simplement de faire comprendre que déjà, avant de donner des leçons, il faut déjà donner l'exemple. Et je pense que c'est ça. Mais est-ce que, très bien, mais est-ce que ça peut être aussi une expérience de la vie? C'est-à-dire que ça peut permettre de renforcer. Voilà, est-ce que ça renforce les gens, ce harcèlement, au final, ou est-ce que ça les détruit en réalité psychologiquement? Parce que certains, voilà, ils se disent oui, mais voilà, Alors, ils ont été harcelés, et donc ça permet de créer une carapace. Mais qu'en c'est est-il exactement? c'est une question très, très compliquée parce qu'on m'a déjà posé cette question dans le cadre de la littérature. On m'a dit, finalement, si vous n'aviez pas été harcelé, est-ce que vous seriez devenu écrivain? Je ne sais pas. Honnêtement, je n'en sais rien. Forcément, ça m'a, entre guillemets, construit, ça m'a appris pas mal de choses. Ça m'a aussi pas mal détruit psychologiquement, traumatisé. Après, j'allais dire, par rapport à ce que j'ai vécu à l'époque où je l'ai vécu, j'ai tourné la page depuis. J'ai passé plusieurs années sans faire des thérapies, etc. Mais j'ai pu, en fait, j'ai fait ce qu'on appelle, alors c'est un mot à la mode aussi, mais la résilience, c'est-à-dire que j'ai utilisé cette souffrance pour en faire une force. Moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est pour la future génération, celle qui n'a jamais grandi avec la vraie vie, c'est-à-dire la vie d'avant Internet que nous avons vécue. Mike, tu viens de 1981, moi je suis né en 90. 90, c'est à l'époque où il n'y a pas encore Internet comme aujourd'hui. Donc j'en parlais avec mes parents d'ailleurs l'autre jour, je leur dis finalement la vraie vie, je l'ai connue pendant 10 ans. Et à partir des années 2000, c'est là où ça a commencé eh bien, à se démocratiser, l'Internet, le numérique. Et on n'a préparé personne à cette avancée-là. Et c'est aussi un drame parce qu'aujourd'hui, on est à l'époque de l'intelligence artificielle, de l'ubérisation, du transhumanisme. Et on n'a déjà pas réglé les problèmes de base qui existaient déjà avant ces outils-là. Et donc, en fait, eh bien, on donne des outils supplémentaires aux gens violents, parce que le harcèlement, le problème, c'est que Internet, quand ça tombe dans de mauvaises mains, ça peut être aussi la porte ouverte à beaucoup de choses. Moi, aux élèves dans les écoles, je leur parle de pédocriminalité, je leur parle de tous les faux profils et les trolls qu'il y a sur les réseaux sociaux, de tous les gens qui les sollicitent pour des rendez-vous en privé. Et ça, je me rappelle très bien, en 2012, j'étais en pleine écriture de Scrupules, mon bouquin au milieu derrière moi. Il y avait un fait divers d'un jeune de 17 ans. Ses harceleurs avaient pris rendez-vous avec lui par Facebook en lui disant voilà, on voudrait s'excuser de ce qu'on a fait, etc. Le jeune homme a répondu positivement. Il est allé dans un jardin public et il s'est retrouvé avec 3 gars avec des battes de baseball qui l'ont agressé, qui lui ont dépouillé. Il s'est retrouvé à poil et donc il a été traumatisé. Donc voilà pourquoi il faut faire très attention. Et on oublie souvent aussi que les réseaux sociaux, à l'origine, théoriquement, c'est interdit aux moins de 13 ans. Ça n'a été dit par personne. Ça fait partie des chartes, vous savez, les longs contrats que personne ne lit. Et donc, en réalité, les réseaux sociaux ne devraient pas être accessibles à l'âge de 8, 10, 12 ans. Là, par exemple, quand j'ai fait mon intervention dans le CFA de Dijon, et en faisant ces recherches, j'ai été assez effaré de voir que le premier portable aujourd'hui, en moyenne, c'est à 9 ans et demi qu'on le donne. Moi, le premier portable que j'ai eu, j'avais 16 ans. Et encore, j'étais, on va dire, un peu plus en retard. Mais aujourd'hui, plus on donne le portable tôt, plus on donne aussi des outils, voire des armes, suivant de la manière dont on l'utilise. Parce qu'aujourd'hui, on ne donne plus des Alcatel à 7-8 ans, on donne des iPhones. Donc, ce sont des vrais outils qui sont des outils essentiellement très technologiques, avec beaucoup d'applications à la fois. Un portable, aujourd'hui, il y a déjà les réseaux sociaux, il y a déjà tout dessus. Il y a le traçage, sans compter la surveillance, les applications, etc. Donc, un enfant de 8 ans a les mêmes accès qu'un adulte de notre âge. Et donc, c'est très dangereux parce que ça peut mener au pire quelquefois. Alors, toi, tu as dit que même au travail, après, tu as continué d'être harcelé. Qu'est-ce qui a fait que même à l'âge adulte, ça a continué? D'ailleurs, à l'époque, tu faisais de la muscu, donc c'était pas physique. Mais est-ce que, par exemple, comme tu as été harcelé adolescent, est-ce que dans ton esprit, je ne dis pas que tu étais dans la soumission, mais est-ce que souvent, je vais te dire une chose, souvent quand il s'est passé quelque chose dans sa vie, qu'on a été quelque chose, parfois dans la vie adulte, c'est comme si on avait une pancarte avec marqué voilà, ce qu'on est, quoi, la case où l'on s'est mise soi-même. Est-ce que c'était aussi ça pour toi?
pour restituer le contexte, parce que je voudrais rester honnête intellectuellement avec les auditeurs, quand j'étais harcelé au travail, déjà, ça a été sur une courte durée, ça n'avait rien à voir avec le harcèlement au collège. Ensuite, c'était dans un job saisonnier, essentiellement à l'usine. J'étais pas le seul concerné. Vous savez, quand on travaille à l'usine, on est en saison, ça bourre, etc. Moi, j'étais dans l'agroalimentaire. Donc, c'était des cadences infernales. Voilà, c'est ce que connaissent malheureusement beaucoup de Français au quotidien dans différents milieux, que ce soit dans le monde des fonctionnaires, comme dans le monde d'ouvriers, du secteur, etc. Et donc, quand j'ai connu ça, bon, c'était déjà un job que j'avais choisi, enfin que j'avais pas choisi parce qu'il fallait trouver du travail, il fallait manger à la fin du mois. Et donc, j'étais sorti de l'université et je voulais faire mes armes sur le monde du travail. Donc, j'ai pas été déçu du voyage pour le coup. Et à ce moment-là, bon, il y avait les cadences infernales. Ça a été aussi des femmes qui faisaient des allusions un peu sexistes, etc. et qui étaient un peu oppressantes. Donc, je le vivais mal parce que moi, j'essayais de faire mon métier, mais il fallait aller plus vite que là. C'était un peu Charlie Chaplin étant moderne, quoi. Après, comme les gens savaient que j'écrivais des bouquins à l'époque, ils m'ont dit Nico, pourquoi tu ne ferais pas un bouquin sur l'entreprise? Alors moi, j'étais tenté, mais je ne voulais pas finir comme Bec BD avec 99 francs qui dénonce son système. Moi, je voulais quand même trouver un travail plus dans mes convictions, dans mes désirs. Par contre, moi, dénoncer l'injustice, c'est un truc que j'ai toujours fait. Et dès l'école, et je pense que c'est ça aussi qui a fait que j'ai pris des retours de bâton. Sans être un lanceur d'alerte, mais j'allais dire, dès que je voyais un truc qui allait pas, je pouvais pas m'empêcher de dire, il y a un truc, quoi. Et donc, à partir de là, quand je suis sorti de l'usine, j'avais déjà commencé à écrire une trame et je me suis dit, il faut dénoncer aussi ce qui se passe à l'usine. Moi, j'ai subi du racisme anti-blanc à l'usine. Parce qu'on dit souvent que le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Moi, j'ai été menacé de mort par un gars qui me disait toi, tu es comme ça en sortant. Donc, j'étais pas très rassuré, quoi. Et il suffisait d'un regard ou de ce genre de choses. J'avais même demandé à changer de secteur. Et tout ça, je le dis, c'est factuel. Donc, à partir de là, c'est vrai que je me suis dit, l'usine, ça a été une expérience. Je voulais aller dans le monde du travail pour voir comment c'était. Alors, ça, c'était il y a 10 ans de ce que je dis là. Mais aujourd'hui, quand je parle du harcèlement au travail, j'ai eu, avec les retombées de Diviser pour mieux régner, beaucoup de témoignages de gens qui subissent ça au quotidien. Il y a quand même des millions de Français qui le subissent, presque un Français sur deux. On n'en est pas très loin. Est-ce que ceux qui sont harcelés au travail sont aussi des anciens harcelés à l'école? Pour la grande partie, oui. Pour une grande partie, presque 50% au moins, c'est ce que j'ai remarqué. Comme si déjà il y avait une fragilité qui était visible, que ce soit mentale. C'est ce que je dis. C'est-à-dire que voilà. quand on a eu des choses dans sa vie, souvent on a tendance à se mettre une étiquette qui est visible Bien sûr. au vu et au su des gens, et les gens en profitent. Souvent parce que les gens se créent un pouvoir aussi sur quelqu'un, parce qu'ils ont souvent des vies minables, et ils se disent bah tiens, au moins j'ai un pouvoir sur X. C'est marrant ce que tu dis, parce que c'est exactement ce que je me dis de temps en temps. Je me dis déjà, il y a des gens qui ont tellement une vie de merde qu'il faut qu'ils emmerdent les autres. Au collège, quand j'étais harcelé en 4e, le mec qui avait 17 ans, déjà, il n'avait pas du tout sa place dans un collège en 4e. Le mec, il pensait à l'armée et aux filles. Il n'avait que ça comme préoccupation. Et donc, à partir de là, moi, j'ai développé des problèmes aussi intestinaux. C'est-à-dire que ça ne se voyait pas en apparence. Mais bon, j'avais un souci d'haleine. Alors, même aujourd'hui, c'est difficile d'en parler parce que ce n'est pas des choses qui sont agréables à témoigner. Mais on me disait que je puais de la gueule. Et à partir de là, en 3e, il y a eu un phénomène, c'est qu'il y a la traditionnelle photo de classe. Et j'ai un gars de ma classe avec qui je ne m'entendais pas, qui était aussi à la fois un peu victime, harceleur, etc. C'était compliqué. Il me laisse une place béante de plus de 20 cm pour bien montrer que je suis isolé de tous et que tous les autres sont ensemble. D'ailleurs, dans la classe, j'étais quasiment le seul au milieu de la classe, tout seul à ma table. Ils étaient tous à deux. Quand il s'agissait de faire un exposé, personne ne voulait se mettre avec Bouvier parce que Bouvier, c'est un connard. Et donc, une fois, j'ai fait un exposé, et à l'époque, c'était sur John Kennedy en plus, et j'ai eu la meilleure note de la classe et presque tout le monde m'a applaudi. Donc, à partir de là, je me suis dit, vaut mieux être seul que mal accompagné. C'était comme ça que je voyais les choses. Et quand j'ai eu les retombées de mon père qui m'a sauvé, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est que les gens m'ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé après cette scène où finalement vous avez dénoncé le harcèlement? Eh bien, le lendemain, tout le monde a eu peur de moi. C'est-à-dire qu'en réalité, la peur changeait de camp. Parce que mon père
ça avait fait le tour, hein, et donc ils se sont dit, oh putain, s'il revient à l'école, parce qu'ils avaient peur qu'il revienne à l'école et que ça se passe mal. Alors il restait 3 mois avant le brevet, personne ne voulait prendre de risques. Donc j'étais encore plus seul qu'avant, mais je me sentais un peu mieux. Mais justement, en parlant de parents, souvent les enfants ne parlent pas, surtout à l'adolescence, de ces choses à leurs parents. Comment un parent peut détecter ce mal-être qu'a son enfant? Alors, cette question, elle m'a été pas mal posée par les parents. Souvent, alors c'est du cas par cas en réalité. Je ne vais pas faire de généralité, mais quand on a son enfant, par exemple, qui est bon élève et qui voit ses notes chuter d'un coup, faut s'alarmer. Encore une fois, l'éducation, voilà, les parents, s'ils sont toujours absents, etc., il y a des choses qu'on verra jamais. Là, c'est malheureux à dire, mais le point commun de tous les faits divers qu'on a pu avoir, de tous les suicides, c'est que souvent, les parents ont appris après ce qui se passait. Beaucoup de jeunes écrivent un journal intime. Voilà, maintenant, il y a les messages sur les réseaux sociaux. Nous, on a connu l'époque des blogs où on témoignait parfois de notre mal-être, etc. Donc, il faut communiquer avec son enfant. Il n'y a pas 36 solutions, il n'y a pas de recette miracle. Je ne suis pas magicien. Mais comment communiquer? Parce que j'imagine que c'est l'adolescence, c'est le moment où on est quand même, on veut avoir une forme d'indépendance vis-à-vis de ses parents. J'imagine que communiquer pour un parent à son adolescence, ça ne va pas être évident non plus. Comment ces parents peuvent communiquer aujourd'hui avec un enfant de 13-14 ans? Alors, c'est une bonne question parce que déjà, il faut y être confronté. Et en réalité, suivant les familles, on parlait de la famille tout à l'heure, justement. Suivant si ce sont des familles, entre guillemets, classiques, si ce sont il y a beaucoup de familles recomposées. Voilà, et puis il y a eu aussi du harcèlement entre frères et sœurs. Ça existe aussi. Moi, j'ai eu des témoignages parce que je fais remplir des questionnaires à tous les élèves à chaque fin de séance quand j'interviens dans les écoles. Je vois parler de maltraitance, parler de violence intrafamiliale, du harcèlement entre frères et sœurs parce que un tel, c'est l'aîné, donc il a plus d'avantages que les autres, etc. Donc, ce sont des problèmes très complexes à résoudre. Après, je pense qu'une famille qui communique beaucoup, et c'est là que justement je demande au ministère de l'Éducation nationale de prendre sa part, non pas de s'ingérer dans les affaires familiales, parce que ça, c'est pas le but. Mais je pense que déjà, la première alerte, c'est de mettre des spots de prévention. Je pense que quand on a eu l'époque des spots sur la sécurité routière qui étaient choquants, où on voyait des morts, etc., ça faisait réagir. Et c'est pour ça qu'une des solutions que je propose au ministère de l'Éducation nationale, une parmi toutes les autres, eh bien, c'est de relancer les spots de prévention sur Internet, sur les réseaux sociaux, en fait, d'utiliser tous les canaux numériques qui existent, même pendant les pubs à la télévision, avec des situations de harcèlement, comme on a les clips de prévention pour la journée nationale contre le harcèlement. C'est quand même marche. Est-ce que ça marche? Est-ce que les harceleurs se disent, en voyant les clips, c'est pas bien ce que je fais? Ça peut, suivant la situation. Moi, quand j'arrive dans une école et que je parle de mon expérience et de faits divers, etc., il m'arrive d'avoir des harceleurs qui viennent me voir à la fin de la séance en me disant, bon, j'ai pas osé le dire, etc., devant les camarades, mais je pense que parce qu'en fait, ils n'ont pas les mots pour s'exprimer. C'est ça qu'il faut comprendre à la base. Pourquoi ils n'ont pas les mots? C'est quand même bizarre. Parce que déjà, on leur donne pas les mots pour s'exprimer, c'est-à-dire que, et là, encore une fois, c'est global. On vit dans une dystopie orwellienne, Mike. C'est-à-dire que 1984, c'est le champ lexical qui se réduit, la novlangue. Et donc, il y a un effondrement du système général, il y a un effondrement de la société générale, il y a un effondrement intellectuel général. C'est-à-dire quand on voit des jeunes parler dans les années 60 et des jeunes parler aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a 3 siècles qui se sont écoulés. Donc, quand on voit un jeune des années 60, on dit c'est un gamin de 40 ans qui parle. Mais moi, j'ai été éduqué comme ces gamins des années 60. Donc, voilà pourquoi aussi j'ai été en décalage total avec ma génération. Et donc, à partir de là, forcément, je ne pouvais pas m'inclure, m'intégrer. Et je n'avais pas envie de m'intégrer parce que ça ne correspondait pas, mais je respectais quand même mes camarades, ça n'empêchait pas. Et donc, à partir de là, les mots, c'est pour ça que dans les interventions, je parle d'abord des définitions, parce que le harcèlement, on l'a défini tout à l'heure, la violence répétée. Je parle des différents profils, harcèlement sexuel, cyberharcèlement, harcèlement moral, harcèlement physique. Et donc, à partir du moment où les élèves ont les mots, ont des situations, et je fonctionne beaucoup avec l'image, je présente des clips de prévention et je présente aussi des clips musicaux. Par exemple, à une époque, il y avait Kinvey avec Petite Émilie.
On a eu Indochine qui a fait College Boy il y a 10 ans et qui a été censuré par le CSA à l'époque d'ailleurs. D'ailleurs, à ma dernière intervention, j'ai eu même, comment dire, 2-3 enseignants apparemment qui se sont plaints parce que certaines filles avaient pleuré durant la vision de College Boy alors que j'avais demandé à toute la classe si ils étaient d'accord pour que je diffuse le clip. Mais voilà, je me dis, malheureusement, on est dans une société où il faut choquer pour faire réagir. Et donc, il y a un électrochoc et quand les parents ou même les profs s'insurgent parce qu'on montre des images violentes, mais quand on voit ce qui s'est passé pour l'INSEE, pour Lucas, etc., c'est pas ça qui est choquant plutôt de voir son enfant aller à l'école et se dire est-ce qu'il va revenir vivant le soir? Combien de parents peuvent témoigner en la matière en disant bah écoutez, monsieur Bouvier, moi j'envoie mon gamin à l'école, mais ce soir, je ne sais pas s'il va revenir en bonne santé entier. C'est pas normal. On va pas à l'école pour moi, mais pour s'instruire à la base. Là, quand même, là, les parents, là, un parent est au courant. Ce qui pose cette question. Je veux dire, pour moi, si un parent ne va pas comme a fait ton père, ne fait pas ce qu'a fait ton père, là, c'est. Je ne vais pas dire que c'est criminel, mais je veux dire, là, c'est quand même le parent lui-même qui est en totale défaillance. Disons qu'il y a plusieurs cas, parce que par exemple, encore ces derniers jours, j'ai eu des témoignages de parents qui avaient leur élève victime de harcèlement. Le problème, c'est qu'ils vont voir l'enseignant, ils vont voir le CPE, etc. 90% des cas, il y a une omerta, ou alors on le sait, mais on dit on va s'en occuper, etc. et jamais rien ne se passe. Là, on est le 6 juillet, donc il va y avoir 2 mois de vacances scolaires, où les réseaux sociaux vont fonctionner à plein régime s'ils ne sont pas censurés. Néanmoins, à la rentrée scolaire, qu'est-ce qui va se passer? On va arriver en septembre. Tout va être beau dans le meilleur des mondes pour la plupart des élèves, sauf pour quelques-uns qui vont retrouver le harceleur. Moi, c'est ce qui se passait au collège. La plupart du temps, je retrouvais mes harceleurs. Donc, ils se disaient, tiens, un tel, on l'a emmerdé l'année dernière. Bah, cette année, on va trouver d'autres moyens. Et puis, c'est un engrenage. Et donc, c'est pour ça que pour moi, les campagnes de prévention et les solutions et les actes contre le harcèlement scolaire, ça doit commencer dès le mois de septembre. Parce qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait 15 suicides et puis 50 signalements pour réagir. C'est déjà dès les premiers signalements. Parce que si on ne prend pas le problème déjà à la racine, c'est quand c'est trop tard qu'on commence à réagir. C'est un problème, je ne sais pas si c'est spécifiquement français, mais en Scandinavie, on n'entend pas parler. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais on a beaucoup moins de problèmes. Si on regarde les classements, même PISA, etc., quels sont les pays les mieux notés en matière d'école? Ce sont les pays scandinaves. Ce sont aussi des pays comme Singapour, etc. Et on voit qu'il y a une autorité. Et il y a un truc aussi que je propose au ministère, c'est de mettre le port de l'uniforme à l'école. Je sais que c'est un sujet très clivant. Moi, j'ai toujours été pour le port de l'uniforme parce que, pourquoi le port de l'uniforme? Pourquoi? Est-ce que ça gomme le côté social ça gomme les inégalités. Pour moi, ça gomme les inégalités vestimentaires. Et je pense qu'à l'heure actuelle, avec toutes les polémiques religieuses, communautaristes, etc., que déjà, ça va réduire une partie du problème. Aujourd'hui, polémiquer parce qu'un tel s'habille de telle façon, est-ce qu'on peut venir à l'école de telle façon? On perd du temps avec ça. Ce n'est pas le but de l'école, théoriquement, de jouer ce rôle-là. C'est-à-dire que la tenue décente, forcément, elle doit se signifier. Et moi, je me suis fait traiter de nazi, de facho, d'extrême droite, etc. J'ai l'habitude. Mais quand je parle d'uniforme, je ne dis pas forcément en costard-cravate comme à l'anglaise. Quoique, la génération qui a connu Harry Potter n'a jamais fait des signalements sur les réseaux sociaux en disant « Regardez, ils sont tous avec l'uniforme dans Harry Potter ». Tout le monde, d'ailleurs, voulait presque s'habiller comme ça. Donc, on parle d'une tenue unique, comme nos parents portaient la blouse, etc. Même si ça fait réag, j'assume complètement. Et à ce moment-là, l'éducation nationale finance au centime près tous les uniformes, tous les tenues vestimentaires des élèves. Ce n'est pas aux parents de payer ça, théoriquement. Et à l'école, à partir de là, on peut déjà gommer certaines inégalités sociales parce que j'ai connu cette époque aussi de la stigmatisation vestimentaire quand on portait des Nike dernier cri, quand on était à la mode, quand on avait telle marque, etc. Donc cette hyperconsommation qui avait déjà commencé depuis longtemps et le fait d'être traité de ringard parce qu'on ne portait pas la même tenue que les autres. En plus, voilà, on était décalé. Pour au moins lutter contre ça, ça peut être une solution. Et Blanquer, à une époque, avait commencé à faire des thèses dans certaines écoles qui avaient été concluants, avec des sweats à capuche, ce genre de choses. Et je lui avais écrit 2 fois une lettre ouverte pour justement lui proposer ça, ainsi que notamment des spots de prévention même dans les écoles, même notamment à la télévision, etc. Et voilà, de mettre aussi la promotion du bien-être à l'école. Je suis totalement d'accord avec toi.
je pense que malgré tout, la solution vient des parents plus que de l'éducation nationale. L'éducation nationale, c'est peut-être la pire des choses qu'a pu créer la République. Ça, là, pour le coup, je le dis, mais ça, c'est mon avis. Hein, chacun a son Non, avis mais pour le coup. je suis d'accord avec toi sur un principe. Simplement, c'est parce que l'éducation nationale porte très mal son nom. C'est l'instruction publique ou l'instruction nationale. Les mots ont un sens. À Non, mais partir du tu moment as totalement raison. Voilà. Mais le problème de l'éducation nationale, en tout cas à la française, hein, je ne parle pas de l'école, bon, mais je parle de l'éducation nationale à la française, c'est qu'on a mis essentiellement des idéologues, et que ce soit parmi les profs ou parmi les inspecteurs généraux, parmi le rectorat, parmi ce que vous voulez, et la plupart du temps, des lâches aussi. Hein, on a des Bien sûr. lâches. Et puis, il y a aussi une chose, tu as dit quelque chose de très intéressant, c'est les parents, lorsqu'ils réagissent, ils vont voir le prof ou le directeur et tout. Mais parce que les gens, j'ai remarqué que les gens, en tout cas de notre génération et beaucoup plus jeunes, ont une confiance aveugle dans le fonctionnement de l'État. Ils pensent que parce qu'ils payent des impôts, que sais-je, l'État va les protéger. D'ailleurs, on l'entend, le champ lexical de l'État qui nous dit ah, on va vous protéger, protéger. La Ils providence. utilisent le mot protéger comme jamais dans l'histoire de France, et en fin de compte, ils ne protègent rien du tout, ils ne protègent pas. D'ailleurs, ce n'est pas fait pour ça, mais bon. Et les gens ont trop confiance dans l'éducation nationale, enfin dans l'État, parce qu'ils pensent que l'État va régler leurs problèmes, ce qui est faux. Je ne sais pas si tu Bien sûr, confirmes. bien sûr. Oui, oui, on ne peut pas tout laisser faire par l'État. Et encore une fois, certains politiciens le disaient. Quand il y avait De Gaulle à l'époque de l'éducation nationale, De Gaulle, l'école, ce n'était pas son problème. Et pourtant, j'allais dire, l'école fonctionnait. Après, bien sûr, je veux faire une nuance qui est quand même importante parce que notamment ce qu'on pourrait comparer à des châtiments corporels dans certaines classes, etc., des humiliations publiques, je ne cautionne pas non plus. Le problème, c'est qu'on est passé d'un extrême à l'autre. Comment dire, notre génération et même nos parents ont connu la fouille des sacs à l'école et on n'aurait pas porté plainte pour violation de la vie privée. Le problème, c'est qu'on vit dans une société tellement politiquement correcte, j'allais dire presque puritaine sur certains côtés et tellement conformiste qu'on n'ose plus rien faire. Moi, je ne comprends pas qu'on puisse vivre dans une société où on peut assassiner des enseignants, où on puisse avoir des suicides de gamins de 13 ans. Pour moi, c'est inconcevable, c'est inadmissible. J'en parlais encore au travail tout à l'heure. Je me suis rappelé de ce jeune élève de 17 ans, même si ce n'est pas du harcèlement scolaire en tant que tel, mais qui a passé le bac au mois de mars, puisque là, il y a eu les résultats du bac ces jours-ci, et qui est mort en pleine classe. Et le proviseur n'a pas voulu réagir en disant si vous sortez de la salle, vous quittez le bac. Oui, voilà, c'est vrai. vous donnez le bac. Mais dans quelle société vivons-nous? Comment un proviseur peut réagir comme ça? Moi, je veux donner un contre-exemple qui est pour moi exceptionnel. J'ai eu la chance de faire une conférence il y a 4 ans à Paris avec un proviseur qui s'appelle Dominique Nguyen Duclong, qui a écrit des ouvrages, d'ailleurs, le professeur K2.0, qui est professeur de karaté 6e dan et qui est aujourd'hui proviseur du lycée Robert Doisneau à Corbeil-Essonnes et qui, justement, a une pratique très particulière, c'est-à-dire qu'il fait la sensibilisation aux arts martiaux pour lutter contre le stress des examens. Il fait de la sophrologie, la promotion du bien-être. Je pense que déjà, pour enrayer la violence, elle vient d'où? L'absence des mots, l'absence du vocabulaire, le fait que nous avons un champ lexical qui est de plus en plus réduit parce que le système veut détruire la nation, il faut le dire, hein, on veut détruire le pays de l'intérieur. Et tu le sais aussi bien que moi, hein, Davos, l'agenda 2030 à ce projet-là, ça fait des siècles qu'on en parle. Hein. Il y avait Lao Tzu qui en parlait avec comment détruire une nation. On gangrène sa justice, on gangrène son milieu scolaire et on est un peuple de moutons gouverné par un gouvernement de voleurs. Eh bien, on en est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour rehausser le niveau, déjà, il faut enrayer la violence à l'origine parce que on ne peut pas apprendre dans des conditions pareilles. Quand on a une salle de classe où ça papote en permanence, qu'il y en a qui se rebellent, qui veulent frapper la prof, qui la jettent par terre, etc., comment les profs peuvent faire leur boulot correctement? Et comment sont-ils formés exactement? Parce que leur formation, elle consiste en quoi? C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qu'on apprend à l'école supérieure du professorat et de l'éducation? Moi, il y a quelques années, quand j'ai eu des jeunes enseignants, je leur disais, mais est-ce que vous apprenez la notion de harcèlement scolaire dans vos formations? Apparemment, ça a évolué un peu depuis, mais il n'y a pas suffisamment de socle. Et je pense que les professeurs doivent être parmi les premiers
à être formés justement à faire face à des situations de harcèlement. Il faut le dire, un professeur aujourd'hui, il n'est plus juste là pour instruire, pour transmettre des connaissances. Il est là théoriquement pour assister, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de professeurs qui vous le diront, prof, psy, police, assistante sociale, etc. Il est là pour faire le relais. Il ne peut pas tout faire. Est-ce que on peut prévenir, lorsqu'on est parent, le harcèlement scolaire? Est-ce que, par exemple, certains parents se disent: «Ah, mais je vais un peu endurcir mon enfant, je vais l'inscrire, je sais pas moi, au judo ou en art martial». Est-ce que ces choses-là fonctionnent? Alors, moi, j'ai failli en arriver à cela, c'est-à-dire que à un moment, mes parents m'ont pensé m'inscrire aux arts martiaux. Alors, moi, je n'aime pas la violence. Je suis pas très arts martiaux, à vrai dire. Alors après, quelques années plus tard, quand j'ai découvert Rocky, par exemple, forcément, la musculation m'a motivé aussi. Moi, la musculation, c'était aussi pour reprendre confiance en moi et pour ne pas sombrer complètement, parce que quand on a des passions dans la vie, il faut s'investir à fond dedans. Moi, c'est ça que je donne comme conseil. Il y a des gens qui sont passionnés de dessin, qui sont passionnés d'autres choses. Investissez-vous à fond, faites ce que vous aimez, parce que ça peut être aussi une émancipation de cette violence. Et donc, les arts martiaux, oui, on a vu chez certaines victimes de harcèlement que ça avait été un moyen de s'endurcir, de se renforcer. Et voilà, donc il y a plein de manières de s'en sortir. Encore une fois, je le rappelle, ce n'est pas une fatalité. C'est pas parce qu'on est victime de harcèlement que c'est terminé, c'est la fin du monde. Que ce soit dans le travail, que ce soit à l'école, même dans la rue. Aujourd'hui, le harcèlement de rue, même sur les réseaux sociaux, le cyberharcèlement. Moi, j'ai sensibilisé des élèves au cyberharcèlement. Moi, j'en reçois de temps en temps sur les réseaux sociaux des insultes, etc. Je bloque. Point barre. Je ne cherche même pas à discuter avec des gens qui insultent, parce que l'insulte, c'est-à-dire l'absence d'argument. Et donc, à partir de là, voilà, des gens qui envoient des menaces, etc. Bon, voilà, je ne cherche pas à communiquer avec ces gens-là. Est-ce que le harcèlement, parce que là, on va aller. Pourquoi je parle des parents? Parce que moi, je le sais bien, je n'ai pas confiance dans l'État et l'éducation nationale pour régler les problèmes. Donc, on sait que c'est des nuls ou ils font exprès, mettons-les de côté. Je pense que le rôle primordial, c'est celui du parent. Mais est-ce que aujourd'hui, moi, je remarque les parents de ma génération, nous sommes de plus en plus, enfin, nous ne sommes pas comme nos parents ou nos grands-parents. C'est vrai. Nous sommes de plus en plus très protecteurs, peut-être parfois trop protecteurs. Est-ce que ce type d'éducation crée une forme de faiblesse chez nos enfants qui fait que les enfants, pensant que le monde entier est comme sa propre maison avec ses propres parents, eh bien, ils n'ont pas les armes après pour réagir? Ça peut jouer, bien sûr, la surprotection. Après, il y a un autre penchant, c'est l'enfant roi aussi. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, est fatal. Parce qu'un enfant roi, c'est-à-dire que même dans les pires conneries, eh bien, il sera toujours soutenu par ses parents. Et c'est ce qu'on reproche aussi aux parents des harceleurs pour certains. C'est-à-dire que quand le harceleur, il est mis devant le fait accompli et que les parents disent: oui, mais à la maison, ça se passe bien. Bah oui, parce que forcément, l'enfant n'est pas le même à la maison qu'à l'école. On pense qu'à la maison, il est bien, donc à l'école que c'est pareil. On ne fait pas l'environnement. C'est-à-dire que souvent, on parle de l'entourage amical de la personne, que ce soit la victime ou le harceleur. Le harceleur, il est souvent entouré de gens qui lui ressemblent en réalité et qui sont prêts à faire les 400 coups. Vous savez, dans le groupe des harceleurs, il y a le leader de groupe. Donc, c'est celui qui, en général, sort du lot parce qu'il est plus exubérant que les autres. Et donc, à partir du moment où les parents supplantent cela, il faut imaginer que parfois, les parents, ils tombent des nues, ça peut arriver. C'est pas une généralité. Tous les cas sont différents. Moi, je ne peux pas généraliser les parents des harceleurs parce qu'il y a tous les cas possibles. Il y a aussi bien les parents qui nient en bloc en disant c'est la faute de la victime, c'est elle qui a commencé, etc. Donc, mon fils ou ma fille s'est révolté, c'est normal, et qui vont culpabiliser la victime, ça arrive. Et puis, il y a aussi les harceleurs qui se prennent une rouste ou qui se prennent une correction parce que, justement, ça va trop loin. Et c'est pour ça que quand on parle des gifles, des claques, en parlant de maltraitance, je voudrais quand même faire le distinguo entre les deux, parce que c'est pas parce qu'on va donner une fois une claque à son fils ou à sa fille qu'on va être un parent maltraitant et que c'est un châtiment corporel. Et ça, c'est aussi le problème de notre société. Ça, c'est une question idéologique en réalité, parce que
Je sais bien que c'est un sophisme de dire une baffe, ça n'a jamais tué personne, mais j'ai pas dit donner des baffes à son gosse tous les jours. J'ai dit quand le gamin est allé trop loin parce que il est en crise d'adolescence, il cherche à provoquer, il voit que ses parents sont assez cool, il se dit bon ça passe, comme disent certains, bon je vais aller plus loin, et puis demain je vais aller taguer des murs, ou alors un tel je vais le martyriser, etc. Moi, mon enfant, il fait ça. Si je ne suis pas au courant, ça va très mal se passer pour lui. Va y avoir un dialogue, mais si si l'enfant rétorque étincelant, parce qu'il y a des élèves qui sont insolents, et même avec leurs parents. Moi, je vois des parents qui sont presque soumis devant leurs enfants, qui n'osent pas répondre. Et ça, c'est un problème d'éducation. L'éducation, c'est un mélange d'affection, d'amour, de discipline, d'autorité. C'est-à-dire que s'il manque quelque chose, eh bien, voilà. Après, ça n'empêche pas d'être bienveillant et à l'écoute. Moi, je suis pour l'écoute, justement. Quand j'arrive dans les écoles, je suis toujours en costard-cravate. Ça surprend tout le monde, c'est normal. On me prend pour le proviseur, pour le surveillant. Et moi, je leur dis aux élèves, je casse la glace, je brise la glace tout de suite. Je leur dis, voyez, tel que vous me voyez, vous pensez que je vote à droite, que je suis en Mercedes dans le 16e arrondissement et que je gagne 10 000 euros par mois. Je vous rassure, ce n'est pas du tout le cas. Moi, ma famille, elle est modeste. Mon père était fonctionnaire, ma mère faisait des petits boulots, etc. Et voilà, moi, j'ai une… Et je vote à gauche. Non, mais voilà, mais il faut imaginer que ce n'est pas parce que je m'habille tel que je suis que j'ai telle ou telle catégorie sociale. Et j'ai été harcelé aussi à cause du costard-cravate. Hein. Faut pas croire. Hein. Allez en costume cravate à l'école? Ouais, ah non, pas à l'école quand j'étais élève, mais je veux dire que ce soit par exemple dans les salons du livre, etc., des petites remarques en disant mais pourquoi vous êtes habillé comme ça? Mais je lui dis parce que ça me plaît, c'est comme ça, parce que justement c'est pas dans la norme, c'est plus dans la norme, donc on pense que je suis politicien. J'ai jamais fait de politique politicienne, c'est pas parce que j'ai des convictions, je suis dans un parti politique, et donc voilà, et c'est intéressant parce que les gens n'arrivent pas à me cerner, et donc à partir de là, moi ça m'arrange parce que justement entre guillemets, je brouille les pistes parce que je leur montre qu'il ne faut pas se fier aux apparences. C'est ce qu'on fait toujours en réalité. On se fie toujours aux apparences et on le fait dès l'école. Et justement, le principe de l'éducation, c'est de dire aux enfants que tout ne repose pas sur l'apparence. C'est comme la couverture d'un livre. Il y a l'histoire avec la 4e de couverture. Il faut aller au-delà de cela. Donc voilà. Dis-moi, en juin 2017, tu as écrit un courrier au ministre de l'Éducation nationale, mais aussi à M. Macron. Oui. Est-ce que tu as eu une réponse du président de la République déjà, ou du ministre, et que t'ont-ils dit? Alors, juin 2017, pour recontextualiser, on venait d'avoir les élections. Donc forcément, M. Macron arrivait en poste un mois après l'élection. Donc je ne m'attendais pas à des miracles, sachant que juin 2017, c'était les législatives, si je me souviens bien. Mais voilà, j'ai voulu prendre le taureau par les cornes dès le départ, sachant qu'il avait été ministre de l'économie, que déjà sous Hollande, on avait eu Najat Vallaud-Belkacem qui avait fait un peu n'importe quoi avec la théorie du genre, la réforme de l'orthographe, etc. Et ça m'avait donné justement envie d'écrire la loi du silence, parce que déjà, je voyais que ça partait en vrille. Et donc, j'avais 23 ans à l'époque. Et donc, à partir de là, quand j'ai écrit donc à Blanquer et à Macron, j'ai eu des réponses très formelles, hein, très conformistes, hein, le cabinet, le machin, en disant oui, on va prendre ça en compte, etc. Quand il y a eu Blanquer, pour être très honnête, sans arrière-pensée politique, mais j'ai pensé que Blanquer pouvait faire la différence pour la première fois, parce qu'on avait eu toute une série de ministres, notamment Peillon, etc. Pour moi, un des ministres qui avait le plus marqué, c'était Claude Allègre, donc il y a maintenant plus de 20 ans, plus de 25 ans. Mais moi, j'ai fait partie justement au collège des différents ministères, il y avait même Fillon, etc. On a eu une sorte de laboratoire scolaire avec les réformes un petit peu dans tous les sens. J'ai eu, je crois, entre 2001 et 2005, 3 différents ministres de l'Éducation nationale. Donc, ça allait très vite. Et donc là, je me suis dit, tiens, Blanquer paraît, entre guillemets, un peu plus, pas conservateur, mais un peu plus traditionnel en quelque sorte. Et je vais lui proposer les solutions que j'ai proposées tout à l'heure, c'est-à-dire le port de l'uniforme, les spots, etc. Et j'ai senti qu'il y avait peut-être une envie de revenir un peu comme dans les années 60 avec l'enseignant qui fait autorité, l'élève qui est disciple, l'instruction, la transmission des savoirs, la culture générale, etc. J'allais dire un peu l'école de Pagnol en quelque sorte. Et on s'est aperçu qu'en fait, c'était un leurre et donc on était parti. Et avec la crise sanitaire, ça a pris des proportions tellement considérables.
On pourrait passer 3 heures dessus, mais le harcèlement d'État que les enfants ont vécu avec la tyrannie sanitaire. Et c'est pour ça qu'à cette époque-là de la crise sanitaire, j'ai refusé d'intervenir dans les écoles. J'ai eu des dizaines de propositions et j'ai dit, écoutez, allez dans une école avec un masque, parler à des élèves qui sont tyrannisés par l'État, avec un harcèlement d'État quotidien. Cette fois-là, c'était du harcèlement d'État, avec des élèves qui avaient des jetons pour avoir le droit de respirer. Et là, je salue Roxane des Mamans Louves qui nous regarde et qui organise d'ailleurs pour samedi le festival Synartiste pour la santé mentale des enfants du côté de Lyon. Justement, là, la santé mentale des enfants a pris un coup énorme. Et là, on est en train de sortir de cette période-là avec des traumatismes béants, des retards psychomoteurs énormes, avec des élèves qui ont eu 2 ans de retard en réalité, parce que même s'il y a eu l'école à distance, Michel Desmurger le dit très bien dans La Fabrique du crétin digital, l'école avec les écrans, etc., la concentration est moindre, à tel point qu'en Suède, on revient au manuel scolaire après des années de numérisation du niveau scolaire. Donc à partir de là, j'ai compris que rien n'allait être fait, et avec le ministre actuel… Justement, parlons du ministre actuel. Qu'est-ce qu'il en est? Parce que lui, il vient dans les médias, il explique que l'école doit être inclusive de plus en plus, donc pour les élèves LGBT. C'est peut-être normal, il ne faut pas que les élèves LGBT se fassent harceler, c'est tout à fait normal. Mais qu'en est-il exactement? Quand j'ai vu le ministre arriver, déjà, il faut regarder d'où il vient. Aussi, moi j'aime bien regarder le parcours des gens qui interviennent comme ministres, ils sont passifs. Apparemment, il a enseigné, il a été directeur du musée de l'immigration aussi, et puis il a placé ses enfants dans les meilleures écoles. Donc déjà par nature, il faut le dire. À l'Alsacienne. Donc qui est une école de cooptation qui est face au parc de Luxembourg. Tout à fait. Alors justement, à partir de là, je me suis rendu compte que fallait pas s'attendre à quelque chose de tangible dans les premiers temps. Après, j'ai laissé le bénéfice du doute quand même parce que je veux pas juger trop vite. Mais quand j'ai vu que la préoccupation principale, c'était l'éducation sexuelle à l'école, la propagande, parce que c'est une véritable propagande, que ce soit sur le climat, etc., peu importe nos convictions, c'est même pas le sujet. C'est que les enfants à l'école n'apprennent plus les fondamentaux, lire, écrire, compter. Moi, je vois des jeunes de la génération 2.0 des années 2000 et 2010, ils prennent des calculettes pour faire des calculs simples. C'est-à-dire qu'ils vont faire 100 plus 100 à la calculette. Je ne dis pas qu'il faut être Einstein non plus, mais je dis qu'on n'a plus les bases. C'est-à-dire qu'on arrive, et là on donne le bac à tout le monde maintenant, c'est ce qui se passe depuis ces dernières années. Un élève qui va arriver sur le marché du travail aujourd'hui, déjà il va faire un CV, il va faire une lettre de motivation. Déjà pour la faire sans faute, ça va être compliqué. Et puis l'écriture inclusive, ça c'est une lubie de certaines minorités. J'ai rien contre les minorités, c'est pas le sujet encore une fois. Mais l'écriture inclusive, pour moi, c'est l'assassinat de la langue française. Et moi, je suis un puriste de la langue française, notamment en tant qu'auteur. Moi, j'ai fait partie aussi des enfants qui ont fait la dictée de Bernard Pivot. Alors, sans être un surdoué, sans être HPI, sans être précoce, mais je considère que l'écriture inclusive, c'est la fin de la langue française. L'inclusion, on peut la faire autrement. Alors, je sais qu'il y a certaines minorités qui s'insurgent, qui veulent réécrire l'histoire, et c'est ce que je dénonce régulièrement, la cancel culture, l'écriture inclusive, le wokisme, d'ailleurs qui ne sont même pas des mots français, qui sont des mots américains pour la plupart, donc on voit bien d'où ça vient. On voit aussi l'inspiration et la propagande. Alors je sais que dire ça, c'est tout de suite taxé d'extrême droite, de zémoriste ou de quoi que ce soit, mais j'étais déjà comme ça il y a 10 ou 20 ans, c'est-à-dire que ce n'est pas d'hier. Et pour moi, à partir de là, on voit que l'école est en train de devenir un laboratoire de propagande. Et je rappelle que durant la crise sanitaire, même mon ancien lycée a été le laboratoire d'injection pour les élèves. Beaucoup de gens ont oublié que nos enfants, ils ont eu les injections parfois dans les écoles. Et donc, on est sorti totalement du cadre. Depuis 2020, on a totalement basculé dans le fameux nouveau monde qui est prôné par les élites mondialistes et qui est en fait la fin déjà de nos sociétés, de nos nations, de nos démocraties, mais quasiment, il n'y en a plus de démocratie. Si on regarde bien la démocratie, on devrait demander l'avis aux gens en permanence et on s'aperçoit qu'on a des lois comme la programmation militaire, par exemple, ou comme d'autres, qui sont prêts en catimini parce qu'on prend un phénomène, un fait divers et on va l'amplifier puissance 1000 et puis ça va créer de l'ébullition. Et aujourd'hui, voilà, c'est l'action, la réaction, la censure. Mais voilà, l'école aujourd'hui, c'est la base de notre société. Et comme notre société est totalement en train de vriller, eh bien, j'ai les plus grandes craintes pour l'avenir. Donc, le but, c'est aussi… Justement, on parle des adolescents.
on a assisté à ces émeutes la semaine dernière, qui étaient d'une violence inouïe, puisque visiblement, d'après les chiffres que je vois, il y a eu 1 milliard d'euros de dégâts. Est-ce que ces jeunes qui ont participé à ces émeutes, qui sont adolescents, qui doivent être collégiens et lycéens, ont le profil d'harceleurs? Alors, c'est compliqué. Déjà, je pense que la plupart des émeutiers sont des gens influençables. C'est-à-dire que souvent, c'est un phénomène de masse. Alors, c'est très particulier comme situation, parce que pour m'être un peu informé sur la situation, moi, ce qui m'insurge le plus, c'est les cagnottes. Quel que soit ce qu'on pense de part et d'autre, oui, le policier a mal agi sur le coup de feu, etc. Ça, c'est une chose. Le chauffard, il avait aussi des antécédents, même s'il n'avait pas de casier judiciaire. Même si c'est pas le sujet, moi, ce qui m'insurge le plus, c'est de voir qu'il y a des cagnottes qui sont montées en épingle et que on a des gens qui sont suspendus depuis plus de 2 ans et qui ont été totalement oubliés du système. Parce qu'il faut encore rappeler que la période de la crise sanitaire, elle est dans toutes les mémoires. En tout cas, moi, je ne l'ai pas oublié. Parce que justement, on parlait tout à l'heure du harcèlement d'État. Moi, j'ai été suspendu dans mon métier, justement, à cause de ce fameux pass. Donc, moi, le traumatisme du collège m'est revenu en pleine face. C'est-à-dire que j'ai encore une fois dit non, et donc j'en ai subi les conséquences. Non, Et là, aujourd'hui, c'est quoi ton métier? moi, je suis guide touristique dans un musée, mais voilà, mais je fais partie de la partie innombrable des Français, alors des milliers, on ne saura jamais exactement combien, mais qui ont refusé les faux passes, parce ça aurait pu, hein, mais j'ai refusé d'entrer dans ce système-là, et j'ai dit non, j'ai refusé, et donc j'en ai subi des conséquences, je ne le regrette pas, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont suspendus après 22 mois, j'en ai reçu d'ailleurs sur ma chaîne YouTube récemment, et donc il n'y a pas eu de cagnotte vraiment fait pour eux. Il y a eu certains artistes qui se sont mobilisés, et j'en remercie certains comme Ingrid Courrèges, Stéphane Cuvelier et d'autres qui ont vraiment agi de manière positive et qui sont vraiment des artistes engagés au sens propre du terme. Et pour eux, c'est pas grave. On a tourné la page. Mais justement, tu as touché un point qui est très important, c'est l'histoire de ces cagnottes. Bon, on entend ce qu'on veut, les gens donnent l'argent à qui ils veulent, Sûr. moi ça m'est égal, mais est-ce que ces deux cagnottes qui sont très idéologiques en réalité, et est-ce qu'elles démontrent en fait une séparation entre deux catégories de personnes? Alors, c'est même encore plus complexe pour moi personnellement parce que mon père est un ancien policier. Donc, il a été pendant 30 ans policier. Et donc, voilà, les institutions, police, gendarmerie, tout ça, j'ai toujours eu du respect par nature parce que c'est dans mon éducation. J'ai manifesté contre la réforme des retraites. À chaque fois que j'allais manifester, je saluais tous les gardiens de la paix, forces de l'ordre en présence, notamment par respect, parce qu'ils sont là aussi pour nous protéger. J'ai du mal avec ce côté binaire des gens qui disent la police tue et puis le lendemain on veut les embrasser parce qu'ils nous ont sauvés des attentats. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal parce qu'on est dans un pays qui est devenu totalement schizophrène, qui a déjà qui est atteint d'une grande maladie mentale en réalité. Donc, il faudra faire une thérapie nationale. Mais il faudra déjà virer tous ceux qui nous gouvernent. Donc, ça demanderait beaucoup de temps. Parce qu'en réalité, c'est un système qui existe depuis des décennies. Moi, je pense que le basculement majeur de cette société a commencé en mai 68. Donc, 55 ans après, nous avons les héritiers de toute cette période-là. Et forcément, ça ne peut pas aller. Parce qu'à l'époque, on pensait que mai 68, ça allait être le meilleur des mondes. Le meilleur des mondes, on le voit aujourd'hui, c'est le pire des mondes. Et les 30 glorieuses que nos anciens ont connues, moi, j'aurais bien aimé les vivre aussi. Le problème, c'est que c'est les 30 piteuses. Et donc, notre but pour nos enfants, c'est de redonner justement des glorieuses à venir. Et pour cela, déjà, il faut se poser beaucoup de questions. La police, ça reste une institution. À partir de là, je fais le distinguo. Et d'ailleurs, je crois que c'est René Chiche sur Twitter. Je ne sais plus qui en a parlé. Je crois que c'est René Chiche qui en a parlé, si je ne dis pas de bêtises. Et il a extrêmement bien résumé la situation. Il y a 2 types de police. Il y a ceux qui sont un peu les miliciens, la Bravem, etc., qui ont crevé des yeux, ont lancé des LBD, etc. Ça, c'est une chose. Ce que certains appellent des violences policières, j'aime pas ce terme parce que ça voudrait dire que tous les flics sont pourris. À ce moment-là, dans tous les corps, tout le monde est pourri. On appelle ça essentiellement des bavures,
des violences d'État à la rigueur, des violences urbaines. Et il faut rappeler qu'en 2005, on ne parlait pas de violences policières, on parlait de violences urbaines. Donc on voit déjà le changement sémantique. Et la sémantique, elle est majeure là-dedans. En 18 ans, on a changé les mots, mais les situations sont les mêmes en réalité, quasiment les mêmes. Et ensuite, il y a la police du quotidien dans les provinces, alors qui ne fait pas que mettre des PV, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qui est là aussi pour sauver des situations urgentes, qui essaie de faire son travail. La police fait beaucoup d'administratifs, et je pense que c'est aussi un gros problème parce que maintenant, la plupart de leurs métiers sont numérisés de plus en plus, ils doivent se former à faire de l'informatique, etc. Et donc, à partir de là, moi, j'ai un respect pour la police par nature. Je ne cautionne pas les violences exercées par des policiers. Forcément, ce qui s'est passé à Nanterre, le policier, je ne cautionne pas ce qu'il a fait. Je pense qu'il aurait pu tirer dans les roues ou quoi que ce soit. Mais je pense qu'il fallait réagir quand même. On ne pouvait pas laisser l'individu partir. Un délit de fuite, on en aurait parlé 2 heures dans les médias et on passait à autre chose. Il y a eu aussi des gendarmes et des policiers qui ont été tués lors de contrôles routiers. Est-ce qu'on a fait une minute de silence à l'Assemblée nationale pour cela? Est-ce qu'il y a eu des cagnottes pour les aider? Je pense que si ça avait été dans l'autre sens, ça n'aurait pas pris de telle proportion. Donc je pense que le rôle de l'État, il est majeur. Et à partir du moment où l'État prend parti sans même laisser la justice faire son travail, quoi qu'on pense de la justice, c'est déjà une sorte d'infraction en quelque sorte. On met un pied dans un engrenage. Et c'est vrai que ce qui se passe depuis ces derniers jours, finalement, ça résume bien la société actuelle qui fait le tour du monde d'ailleurs. Il faut rappeler que le monde entier nous regarde et que dans un an, on est censé recevoir les JO. Dans quelle situation ça va se passer? Sachant que déjà, dès qu'il y a un événement particulier, c'est tout un problème. Là, on a le 14 juillet qui arrive, on a l'été. Voilà. Et donc, il faut rappeler aussi qu'il y a eu beaucoup d'injustices parce que quand il s'agissait du pass, les policiers, les gendarmes ne les ont pas eus. Et ça a posé beaucoup de problèmes aussi. Et donc, diviser pour mieux régner, on est là-dedans. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui… C'est ce que tu as écrit dans ton bouquin, voilà, tu as appelé Diviser pour mieux régner. Mais absolument. dis-moi, il y a aussi une chose dont on n'a pas parlé pour le coup et que tu brocardes à juste titre, c'est l'éducation sexuelle à l'école. Ouais. Est-ce que l'éducation sexuelle à l'école, c'est ce que nous, on apprenait en biologie quand on était adolescent donc, ma question, est-ce que l'éducation sexuelle à l'école, c'est ce que nous apprenions? Est-ce que c'est nous, c'est ce que nous apprenions à l'école quand on était adolescent, c'est-à-dire en biologie, c'est-à-dire le côté un peu schéma, ou ça consiste en quelque chose de différent et on va dire de plus cru? Alors, la réponse me paraît évidente, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a appris à l'école. Moi, j'ai appris, alors je ne dirais pas éducation sexuelle, l'anatomie, la biologie. J'étais en 4e à peu près, le corps humain, voilà, avec les squelettes, les machins, enfin les trucs traditionnels. On peut retrouver, je pense, les cours d'il y a 20 ans là-dessus. Aujourd'hui, on voit que ce n'est plus simplement une sensibilisation parce que je connais l'argument de dire oui, mais vous luttez contre le harcèlement scolaire et vous ne cautionnez pas, vous êtes intolérant et pas dans la bienveillance par rapport à ça parce que nos enfants doivent comprendre ce que c'est. Oui, mais déjà, l'école n'a pas vocation à faire de la pornographie, déjà, d'une première chose. On est dans la pornographie? Quand on parle de fellation à l'âge de 5 ans, avec parfois des ouvrages explicites avec les sexes, etc., on verse quand même dans quelque chose. Est-ce que c'est vrai ça? Parce que des fact-checkers nous disent non, c'est faux, ça n'existe pas. Est-ce que ça, c'est une réalité? Est-ce que toi, comme tu fais des conférences dans les écoles et que tu vois nombre d'élèves, est-ce que ça, c'est la réalité? Je ne suis pas dans toutes les écoles de France. Moi, sur les réseaux sociaux, je vois… En tout cas, dans celle où tu vas. Dans celle où je vais, non, pas spécifiquement. Je pense que ce sont peut-être des cas plus ou moins isolés, parce que c'est vrai que beaucoup de parents, même de proviseurs, me disent non, ça n'y est pas. Après, je pense que c'est une minorité. Mais encore une fois, comme toute minorité, et encore une fois, il faut regarder les financements aussi. Qui finance ces associations, ces minorités, ces communautés puisque cette propagande, si elle existe, c'est parce qu'il y a des moyens financiers derrière. Moi, je le redis, je suis totalement indépendant, je n'ai pas de conflit d'intérêts, je ne suis financé par personne, donc mes propos n'engagent que moi. Je n'ai pas de compte à rendre. Et donc, à partir de là, moi, quand je vois ça, alors c'est vrai que ça peut être encore une fois une loupe là-dessus, mais même sans parler d'éducation sexuelle, qu'est-ce que nos enfants apprennent à l'école? Si on prend sur l'histoire de France,
Est-ce qu'ils apprennent encore Napoléon, Louis XIV? Moi, je me rappelle de mes cours de 5e où j'apprenais Louis XIV, Napoléon, la Révolution française, même si on peut remettre en question tout ce qu'on a appris à l'école, hein, je suis le premier à le faire. Aujourd'hui, d'ailleurs, je regarde les conférences d'Henri Guillemin sur ces sujets-là, donc on voit quand même que le niveau était différent. Mais voilà, déjà, apprendre les bases, qu'ils apprennent l'écologie avec… Moi, je voudrais qu'ils apprennent la permaculture, qu'ils apprennent ces choses-là. Mais déjà, je pense que le programme scolaire, il est problématique de base, mais là, il faut refonder tout le système, donc ça prendra encore 3 heures pour en parler. Déjà, faire 8 heures de cours par jour pour l'avoir fait pendant presque 20 ans, même moi qui aimais l'école, c'est assommant. Je pense qu'un enfant… Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il faudrait, par exemple, avoir moins de vacances et un rythme comme les Allemands, par exemple, c'est-à-dire travail jusqu'à midi, 13h, et ensuite l'après-midi qui doit être consacré obligatoirement au sport? Alors, obligatoirement, peut-être pas, mais je pense que ça peut être un système intéressant. Alors, encore une fois, tout le monde ne sera pas d'accord, bien sûr. Ça se discute. Il faut savoir aussi que les syndicats ont un poids là-dedans, que les professeurs aussi, quand ils se sont habitués à une certaine routine, il faut en discuter avec eux. Encore une fois, je pense que déjà, tout peut fonctionner avec le dialogue. Alors, je sais que ça fait très énarque, très politicien de dire ça, le dialogue social, ces mots étiquettes, ces mots valises, mais je pense que déjà, il faut donner la parole aux enseignants et dire, voilà, qu'est-ce que vous voulez essentiellement? Le but, c'est un enseignant aujourd'hui, théoriquement, il n'est pas censé faire son métier pour seulement la sécurité du travail. C'est-à-dire qu'il a un rôle à jouer. On est, soi-disant, un des pays où il y a le plus de vacances, au moins en Europe. Et donc, à partir de là, je pense qu'il faut aussi aménager le temps scolaire. C'est-à-dire que moi, j'ai connu cette époque où on disait souvent, on n'a pas le temps de faire tout le programme scolaire, donc on va accélérer, etc. Déjà, les enfants, ils apprennent plus l'histoire par la chronologie. Ça, c'est un problème majeur. C'est-à-dire qu'on fait par thématique maintenant. Et donc, c'est déjà, pour la construction mentale et intellectuelle, c'est un problème. Parce qu'on ne peut pas comprendre juste par des thèmes la chronologie de l'histoire de France. Et déjà, je pense que l'histoire de France est prioritaire en France par rapport à l'histoire des autres pays. Ça me paraît évident. Moi, j'ai appris les rivières, les montagnes, la géographie, l'histoire des rois, des reines, etc., le Moyen-Âge. Pour moi, ça fait partie de l'histoire classique. Et je sais que certains veulent réécrire l'histoire parce qu'elle est honteuse, mais quand on apprend l'histoire de France, il faut savoir accepter… C'est honteuse. Tu es dans le conditionnel. C'est honteuse, oui. Non, mais voilà. L'histoire, c'est un tout, le bon et le mauvais. Sinon, on ne peut pas faire une sélection. Donc, à partir de là, le système scolaire, je pense qu'il faut le jauger pour laisser plus de place à la culture, au sport. J'avais remarqué, d'ailleurs, ça avait été évoqué il y a quelques années pour les Jeux Olympiques et pour les coupes sportives, que souvent, certains pays, comme ils accentuaient le sport à l'école, ça pouvait produire, entre guillemets, plus d'athlètes. Nous, le temps à l'école, moi, je me rappelle, j'étais au collège quand le temps d'école avait été réduit de 4 heures à 2 heures par semaine. Et ça, pour moi, c'est un problème parce que le sport, même si j'étais aussi bizuté dans le sport, c'était aussi un échappatoire. On a besoin de bouger. On ne peut pas rester 8 heures par jour, sachant que le sommeil est très important. Et ça, on oublie souvent. Les enfants, ils ne se couchent pas tous à 9 heures quand ils sont adolescents. Parfois, ils se couchent à minuit, 3 heures du matin. Donc, il faut savoir que le matin, ils ont un temps d'adaptation. Donc, tout ça, ce sont des problèmes à la fois psychologiques, sociologiques. Donc, ça demande, je pense, que le ministère de l'Éducation nationale travaille de concert avec le ministère de la Santé, parce que la santé de l'enfant, aussi bien mentale, physique, physiologique, est fondamentale. Ensuite, ministère de la Justice, parce que les cas de harcèlement, il y a des lois qui existent. Il y a notamment la loi du 4 août 2014 et d'autres. Il y a des associations qui peuvent très bien renseigner là-dessus. Je pense à l'association contre les violences scolaires sur Angers avec Olivier Laurando. Et puis, il y a aussi le ministère de l'Intérieur. Donc, ce sont plusieurs ministères qui doivent travailler de concert avec l'Éducation nationale pour que nos enfants soient au centre. C'est l'intérêt de l'enfant avant tout. Toi qui es donc spécialiste de l'éducation nationale, tu vas souvent dans les écoles. J'imagine tu t'intéresses à ce que fait Monsieur Papendiaï. Quelle est sa politique aujourd'hui? Parce qu'on ne voit pas, on voit très peu quand même, malgré tout. Théoriquement, c'est quand même un ministre ultra important. L'éducation nationale, c'est quand même le premier budget de France. Bon, sur quoi travaille ce monsieur? Quelles sont ses envies de réforme? Qu'est-ce qu'il fait exactement? Qu'est-ce qu'il fait? Je pense qu'il suit le programme du système, c'est-à-dire que il a été placé là parce qu'il fallait placer quelqu'un et que ça pouvait rendre service à certaines idéologies, et je pense que ce sont aussi des tractations électoralistes. Donc
Voilà, ça faisait bien dans le décor, hein, je suis désolé de dire comme ça. Moi, je ne connais pas ce monsieur personnellement, donc je ne vais pas préjuger, mais simplement, moi, sur les actes, je juge quelqu'un non seulement sur ses paroles, mais sur ses actes. Moi, je vois sur ces réseaux sociaux qu'on parle beaucoup d'éducation sexuelle, d'inclusivité, de LGBT, etc. Bon, c'est très bien. Moi, je n'ai rien contre le fait d'être tolérant. Voilà, moi, je lutte contre l'homophobie, la transphobie, etc. Mais j'allais dire, ce sont des mots qu'on place exprès, mais c'est tout un ensemble, l'école. Qu'est-ce qu'on fait sur le programme scolaire? Moi, j'ai été ulcéré de voir la réaction après le suicide de l'INSEE, un ministre de l'Éducation nationale. Moi, si j'étais à la place de Pape Ndiaye, déjà, j'aurais pris les tenants et les aboutissants. Bon, il a reçu la famille. Mais déjà, le problème, c'est que ça s'est passé en plein mois de mai, juin. Qu'est-ce qu'on va faire de tangible sur le harcèlement scolaire alors qu'on est en vacances scolaires quasiment? Donc déjà, il faut que la rentrée prochaine, en septembre, on tape dur, on soit radical. Parce que le problème dans ce pays, c'est que si on est trop laxiste, ça part dans tous les sens et on le voit dans tous les milieux. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on a aussi des gens qui ne sont plus exemplaires. Citez-moi un seul ministre qui n'a pas des casseroles. C'est ça le problème aussi. C'est-à-dire qu'on n'a que des gens qui sont condamnés ou qui sont sur le point de l'être ou qui ont des problèmes et qui ne sont pas, qui ne sont pas exemplaires en réalité. Moi, je suis depuis longtemps pour le casier judiciaire vierge pour les élus, parce qu'en réalité, on voit très bien que déjà, on ne peut pas gérer un pays si on n'est déjà pas soi-même exemplaire à donner. Voilà, on ne peut pas donner des leçons à la terre entière quand déjà on a des casseroles devant chez soi. Les ministres du gouvernement, même s'ils sont mis en examen dans plein d'affaires, malheureusement, pas de casier judiciaire. Mais ça, bon. Après, l'éducation civique, par exemple, c'est quelque chose que j'ai appris à l'école. Oui, après, je pense que maintenant, il faut se concentrer sur septembre parce que cet été, bon. Est-ce que des annonces, justement, ont été faites pour septembre? Tiens. Il y a eu pour septembre, je n'ai pas vu personnellement. Bon, j'ai vu que c'était de la sensibilisation 1 heure ou 2 en plus par semaine. Bon, ce sont des mesurettes, mais pourquoi pas? Je pense qu'il faut renforcer déjà cette prévention. Moi, je suis prêt, j'accepte. Comment dire, si on m'envoie des invitations pour intervenir dans les écoles, j'y réfléchirai et j'y répondrai. Moi, ça m'intéresse vraiment de retourner dans les écoles, que ce soit dans les primaires, les collèges, les lycées. J'ai fait l'école des métiers. Voilà, ça me pose pas de problème, y compris d'intervenir auprès de futurs enseignants, parce que c'est aussi eux qu'il faut former. Mais à l'heure actuelle, je pense que déjà sur le plan numérique et multimédia, on peut déjà faire beaucoup. Tu le disais très bien, Mike, le budget de l'éducation nationale, c'est le premier de la nation. On a des milliards possibles. Ces milliards, je voudrais savoir comment ils sont utilisés. Je pense qu'il faudrait faire un audit déjà sur les financements, sur la façon dont c'est dépensé. Et ensuite, je pense que faire un clip de prévention entre une pub sur le parfum et une pub sur la dernière bagnole électrique, ça ne demande pas des milliards d'euros. Donc ça, c'est quelque chose de factuel. Parce que dans le cadre de la rentrée scolaire, il faut aller en amont. Dès le mois d'août, par exemple, il faut déjà... sur les réseaux sociaux, je sais que sur YouTube, il y a des pubs parfois 2-3 fois durant la même séance. Sur les réseaux sociaux, au lieu de mettre une bande-annonce de film, on met un clip sur le harcèlement avec un cas de cyberharcèlement ou un cas à l'école primaire ou un cas d'enseignant, par exemple. Et là, déjà, c'est une répétition. J'allais dire, c'est malheureux à dire, mais il faut harceler, entre guillemets, les gens, mais pas dans le sens négatif du terme, dans le sens positif. Il faut faire une répétition de la sensibilisation parce qu'à un moment, on va avoir des actes et des mots. Et justement, les clips de prévention sur le harcèlement, à la fin, il se date de 2012, il disait, voilà, les harcèlements provoquent la violence. Qui nous dit, je t'encourage à intervenir dans ce qu'on appelle les quartiers, car contrairement à ce que l'on pense, ils sont friands. Justement, est-ce que tu es allé dans ces quartiers et comment ces jeunes réagissent à ton discours? Alors, je n'ai pas pu aller dans les quartiers, déjà parce que je fonctionne sur la base d'invitation. En fait, j'ai fait le test inverse. Une fois, j'ai proposé mes services à une école près de chez moi et malheureusement, c'était pendant la crise sanitaire, donc je refusais d'intervenir par rapport à la tyrannie sanitaire. Mais voilà, sinon, je fais sur le principe du bouche à oreille, d'intervention, etc. Et donc, j'ai pu intervenir notamment, donc je suis intervenu à Dijon il n'y a pas longtemps, et je suis intervenu il y a quelques années à Ferney-Voltaire dans un collège international de 900 élèves. J'ai fait 35 heures d'intervention sur toute une semaine, avec en plus une intervention auprès des parents de 2 heures. Donc, c'est une conférence avec les solutions à proposer sur le harcèlement, et il y a un débat juste après. Et donc, à partir de là, il y avait aussi bien des fils de diplomates
que des filles d'ouvriers, etc. Et ça a été une de mes expériences les plus incroyables que j'ai vécues en tant que conférencier, parce qu'il y a eu un jour de cette semaine-là où, en rangeant mes affaires le soir, après 8 heures d'intervention, je tombe sur un agent d'entretien et je le salue, j'essaye de faire connaissance, de savoir comment ça va. Et l'agent d'entretien me dit, voilà, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a beaucoup d'agents d'entretien qui se font insulter par des élèves parce qu'ils les considèrent comme des boniches, etc. Oh putain, là j'ai senti la fureur m'envahir en me disant, non mais attends, c'est une blague. Des gamins qui vont à l'école, qui insultent des agents d'entretien, c'est comme si nous, on insultait des éboueurs en fait. Et donc le lendemain, les gamins n'y étaient pour rien, mais c'était juste pour marquer le coup. J'aurais dit, vous vous rendez compte, hier soir, on m'a dit qu'il y avait des élèves, je ne vous cite pas, je ne vous vise pas personnellement, mais parlez-en à vos camarades, qui sont insultés parce qu'il dit, tiens, ramasse ça, t'es ma boniche, etc. Ces gens-là ont l'âge de vos parents. Est-ce que vous permettriez d'insulter vos parents? Et donc, à partir de là, j'aurais dit, vous avez aussi des gens dans cette société qui ne vous donnent pas l'exemple. Je ne citerai pas des noms, mais des animateurs de certains divertissements, des gens qui font la promotion du harcèlement en direct à la télévision, qui insultent, etc. Donc déjà, ils sont surexposés, ces jeunes-là. Et donc, forcément, quand ils voient de la violence sur Internet, ils se disent c'est normal. Donc, ils le reproduisent dans la réalité. Et c'est là que je parle de l'impact d'Internet et des réseaux sociaux, que nous, on avait déjà avec un peu la télévision à l'époque. Moi, je suis un enfant de la télé, hein. Mais disons qu'on pouvait encore réguler ces problèmes, même s'il n'y avait pas la sensibilisation actuelle. Aujourd'hui, c'est très compliqué entre guillemets, de traquer. Puis le problème, c'est qu'on tombe tout de suite, j'allais dire aussi, dans la censure, dans la violation de propriété, dans la violation de la vie privée, parce qu'on est entre deux mondes, entre celui du totalitarisme d'État et celui où on veut protéger les victimes. Et donc, en plus, la personne qui a promu cette loi pour, on va dire, traquer tout cela, est même coupable de harcèlement elle-même. Donc, en fait, on a l'arroseur arrosé, ça devient du n'importe quoi. Et moi, quand je vois l'Assemblée nationale, à quoi elle ressemble aujourd'hui, je me dis, c'est pas étonnant qu'on soit dans une société comme on est. Parce qu'on a des gens qui ne sont plus exemplaires, qui ne sont plus respectables, surtout. C'est ça aussi. Ma dernière question, mon cher Nicolas, nous sommes là depuis 1h40 ensemble. Oui, ça passe vite, je suis désolé pour beaucoup en plus. C'est un grand plaisir. Comment te rejoindre? Comment t'aider? Est-ce que tu as une association? Alors, j'ai pas d'association pour le moment. J'ai été dans des associations, j'en suis parti. Je fonctionne, on va dire, de manière indépendante. Peut-être qu'à l'avenir, je créerai une auto-entreprise, je ne sais pas encore. Mais en attendant, moi, je suis j'ai une page Facebook. Alors, une nouvelle page parce que j'étais censuré aussi, comme beaucoup de gens. Donc, c'est une page Facebook, Nicolas Bouvier. NicolasBouvier.fr. Voilà, nicolasbouvier.fr. Je suis sur Twitter, je suis sur VK, je suis sur Telegram. On peut me contacter et j'ai encore eu une mère de famille qui m'a contacté avant-hier en me parlant de son fils autiste qui était harcelé à l'école. Donc voilà, c'est vraiment, ça arrive régulièrement. Tous les réseaux sociaux de Nicolas, il va me les envoyer et ce sera mis en description. Voilà, ce sera mis en description. Voilà. N'hésitez pas. Vous pouvez les contacter. Voilà. Si vous êtes peut-être parent et que votre enfant est harcelé ou que vous êtes un enfant harcelé aussi, n'hésitez pas, voilà, vous contactez à travers ces réseaux sociaux. Un exemple très concret, quand je suis allé au CFA de Dijon, j'ai eu des cas de harcèlement à régler. Alors, j'étais là pour 3 jours, je n'allais pas révolutionner le monde en 3 jours. J'ai déjà vu qu'il y avait une omerta aussi sur les relations entre enseignants et élèves, sans juger personne, mais il y a des enseignants qui ne sont pas à la hauteur vis-à-vis des élèves et certains élèves en témoignent en privé. Et donc, certains élèves ont subi des humiliations, etc. Donc, ça les a empêchés aussi de vivre leur propre vie. Et il y a aussi le cas inverse, bien sûr. Et donc, à partir de là, j'ai dit, voilà, à telle personne, à tel élève, tiens, je suis sur Facebook, envoie-moi un message pour me dire comment. Et certains élèves m'ont donné de leurs nouvelles par la suite en me disant, il n'y a pas eu grand changement, mais déjà le fait que vous soyez venu, ça a donné un petit coup de pied dans la fourmilière. Donc déjà, si je peux participer à mon modeste niveau à faire comprendre, parce que moi, je suis entre les deux. C'est-à-dire que j'arrive dans une classe, je vois tout de suite un gamin qui ne va pas bien, qui n'ose pas parler. Parfois, c'est plus du pernicieux. Quand on va au self, parce que moi, il m'est arrivé de manger avec les élèves au self ou de manger avec les enseignants. Je vois un élève qui est tout seul à sa table. Je m'interroge. Parce que moi aussi, j'aurais pu être cet élève-là. Ah oui, mais cet élève, il est assez sauvage, il est tout seul. Oui, mais pourquoi il est sauvage? Est-ce qu'il y a un problème? Et moi, j'ai tendance,
sans être complotiste, à poser beaucoup de questions parce que l'élève, moi, ce que je veux, c'est qu'il aille bien. Alors, il peut y avoir des élèves très introvertis, hein, très dans leur monde. Il y en a qui ont des modes gothique, métal, etc. OK. Mais quand c'est depuis des années, il y a un enfermement. Et par la suite, on s'aperçoit que parfois, il y a eu un drame, il y a eu quelque chose qui s'est passé et personne ne s'est interrogé parce que chacun vivait sa vie. Et donc, comme on est dans une société individualiste, forcément, on ne se pose pas ces questions-là. Et moi, en classe, mais je parle cash là-dessus. Je dis, voilà, il y a un élève tout seul, vous faites quoi? Bah, on va le voir, bah oui, il faut aller le voir. Il faut aller manger. Si la personne ne veut pas, elle veut être tranquille, OK, mais au moins, vous serez intervenu. Vaut mieux avoir ce retour-là plutôt que de laisser la personne seule. Et finalement, bah, c'est quelqu'un qui est en train de faire une dépression, qui est au bord du suicide. Combien de cas on aurait pu éviter? C'est ça la question. En tout cas, voilà. Merci à toi, cher merci Nicolas. Merci beaucoup. Pour ce merci live passionnant. Voilà, je pense que voilà, c'est très important. Tu as dit quelque chose de très important tout de suite là. Il faut poser beaucoup de questions. Je pense que ça, c'est le verbe. Hein. Il faut poser beaucoup de questions. Donc, si vous êtes parent, posez beaucoup de questions à vos enfants. N'hésitez pas à m'écrire, ceux qui m'écoutent et ceux qui verront la vidéo. Je réponds à tout le monde. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je suis très transparent là-dessus. C'est bien moi qui réponds sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas d'administrateur ou quoi que ce soit. Donc, si vous m'écrivez pour me dire, voilà, j'ai un problème, etc., ou est-ce que vous pouvez intervenir, on en discute, mais je vous répondrai personnellement. Voilà. Merci beaucoup à vous tous d'avoir été si nombreux à regarder le live. Vous me retrouvez là dans 15 minutes. Je suis en interview sur Donbass Insider Telegram. Voilà, Telegram Donbass Insider avec Christelle Néant et Faina Zavenkova. Si vous voulez venir voir, voilà, c'est dans 14 minutes. Donc, passez tous une excellente soirée et au prochain live demain soir avec Carlo Brusa, maître Carlo Brusa pour son dernier livre. Allez, salut, ciao. Merci beaucoup.